Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être encore en direct sur Info TV. À n'en point douter, votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. Nous irons jusqu'à 11h52 justement tous les matins. Nous vous donnons rendez-vous ici. C'est une affaire des démineurs. Pour ce jour, nous marquerons un arrêt pour évoquer la dernière décision du ministre des Transports du Cameroun, Ernest Masséna Ngalé-Bibé, qui vient à nouveau de suspendre l'agence de voyage touristique Express, cette fois-ci pour 15 jours. On parle de manquement grave au respect justement des prescriptions routières. Quel regard et quel commentaire vous inspire cette autre décision suspendant l'agence touristique Express Voyage? Nous en parlons justement dans le cadre de ce programme avec nos experts, avec nos journalistes, avec nos consultants, mais avec également nos invités permanents. Mais avant cela, Théophile Vienne-Bia nous aura conduit du côté des kiosques pour avoir la température qui prévaut de ce côté. Il s'agit de l'actu presse. La dénonciation du jour est restée justement également de mise. Ce fait de société qui vous énerve, la dénonciation justement vous sera une fois de plus proposée dans le cadre de ce programme. Si vous êtes connecté sur Canal 307 et sur Canal Plus International, vous avez certainement fait le meilleur choix. Vous êtes d'ailleurs des téléspectateurs privilégiés. Et je commence par accueillir ces nombreux invités qui nous accompagnent ce matin. Monsieur Alexis Okoli, bonjour. Bonjour, parfait. Et merci pour l'invitation sur ce plateau ce matin. Comment vous allez? Très bien, par la grâce de Dieu, je tiens debout. Vous tenez debout par la grâce de Dieu. Je rappelle que vous êtes le président d'une association du domaine des transports. Une association de sécurité routière, promotion de la prévention et de la sécurité routière. Nous travaillons parfois avec l'administration, parfois de nous-mêmes sur le terrain. Nous sensibilisons les populations à adopter des comportements respectables sur la route, et surtout chez les conducteurs, nous les amenons à comprendre ce qu'ils ont besoin de faire pour éviter le plus d'accidents. Et ça se passe comment? Ça se passe bien? Surtout la collaboration entre vous et les pouvoirs publics. Oui, très bien jusqu'ici. Je crois qu'il n'y a rien à redire de ce côté-là, et nous nous sommes toujours efforcés à être clean. Clean, c'est-à-dire faire ce qui nous revient de faire. Lorsque nous sommes sur la route, nous ne manquons pas d'interpeller, c'est ça notre boulot. Lorsque nous sommes dans les bureaux, nous faisons des propositions à l'administration pour qu'elle implémente davantage ce qui sera salutaire pour les usagers de la route. Vous n'êtes pas le genre d'association qui était les meilleurs amis des pouvoirs publics au point d'oublier la défense de ce que vous êtes censé défendre? C'est très difficile au Cameroun d'être ami de l'administration. Simplement parce que quand on veut faire son travail, je crois que l'administration se tient à son poste et nous nous tenons en face pour collaborer. Et ce n'est pas une amitié en tant que telle, juste une collaboration. Et simplement parce que lorsque l'amitié dépasse les bornes, on peut oublier son travail. Et nous nous sommes efforcés jusqu'ici de tenir sur nos engagements. Merci beaucoup d'être là ce matin. À côté de vous, nous allons accueillir Monsieur Noir Jean-Claude Paul. Monsieur Noir Jean-Claude Paul, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Je vais comme le Cameroun. C'est-à-dire très bien. Non, pas très bien. Le Cameroun ne va pas bien? Ça ne va pas bien. Comment ça? Parce que nous sommes endeuillés. On a eu encore des morts sur nos routes. On estime que ça ne va pas bien. Est-ce que cela choque encore les pouvoirs publics au Cameroun lorsqu'il y a des morts? Non, nous pensons que ça ne les choque plus. C'est devenu une situation banale. Le phénomène des morts sur nos routes est devenu un phénomène très banal. Et nous pensons quand même que lorsque vous êtes malade et qu'on vous administre une thérapie, si cette thérapie, à chaque fois qu'on vous l'administre, ne fonctionne pas, il faut refaire un nouveau diagnostic. Et c'est ce diagnostic-là qui doit être refait. Parce que ce que nous voyons sur nos routes aujourd'hui,
est terrible. Est-ce qu'on peut quand même dire que ça ne les choque plus, puisqu'on continue à avoir des sanctions? C'est la preuve de ce que l'ordre gouvernant est regardant. Mais nous pensons que c'est le médecin un peu la mort. Les sanctions des ministres sont inefficaces, puisque les solutions, les problématiques sont ailleurs. Depuis qu'on sanctionne, ça a arrêté combien de morts? Ça a arrêté combien d'accidents sur nos routes? Les accidents continuent d'être. Et pourquoi les sanctions sont toujours à tête chercheuse? Tous les accidents qui ont eu avant, pourquoi on n'a pas sanctionné? Moi, je pense que le ministre est dans le sensationnel. Je pense qu'on lance déjà le débat avant le débat. De toutes les façons, vous avez donné le ton. Hein. Par contre, vous êtes également grand responsable du secteur des transports. Il s'agit de l'obstacle. Il s'agit de quoi? L'Organisation patronale des syndicats de transporteurs auxiliaires du Cameroun. D'accord. Merci d'être là ce matin. En face de vous, nous allons accueillir notre consultant de tout temps, mais alors de tous les temps, et qui nous retrouve fièrement ce matin. C'est vrai que c'est pas encore la grande forme, mais ça commence quand même à aller. Pierre Blérion, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à nos millions de téléspectateurs. Je suis heureux d'être parmi vous ce matin. Votre amour, je parle aux téléspectateurs, et votre foi nous accompagne. Je crois qu'ils nous ont aidés à nous relever un peu plus tôt. C'est vrai, encore sous traitement, mais ça va aller. Mais ça va aller. Nous avons eu peur. Hein? On a eu quelques frayeurs. Nous nous sommes dit que peut-être un dynamique membre de Ibo FC a été foudroyé. Oui, mais si j'avais été là hier, je vous aurais donné la citation du jour qui était la suivante. Le hibou est nyctalope. Si tu le cherches dans la nuit, il te voit. La nyctalopie, c'est la faculté de voir dans la nuit. Attends, reprenons d'abord la citation. Le hibou est nyctalope. Si tu le cherches dans la nuit, il te voit. Ça, c'est la citation qui était prévue pour hier. Si tu le cherches dans la nuit. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la caractéristique du hibou de voir dans la nuit. Donc ceux qui viennent le chercher dans la nuit, qu'ils sachent qu'ils sont vus. Et ce n'est pas une faiblesse d'être foudroyé. La faiblesse serait de tomber définitivement. Bon, maintenant, je n'irai pas jusqu'à honorer des gens pour ce qu'ils n'ont pas fait ou ce dont ils ne sont pas capables. Je suis un humain et je suis soumis à ce genre de choses, hein, c'est-à-dire à la maladie. Je suis un sujet de fièvre, de palu particulièrement, et de typhoïde qui ont élu domicile souvent chez moi et que je ne soigne pas souvent à fond, pour dire vrai. Très bien. Je suis mauvais malade. Dès que je me sens mieux, j'abandonne le traitement. Vous savez, la typhoïde est une maladie rebelle. Oui, tout à fait. Si vous ne la traitez pas à fond, elle revient constamment. Tout à fait. C'est le problème que j'ai eu. Et moi, je vais vous dire que pour soigner efficacement la typhoïde sans être médecin, prenez certes les médicaments, je vais parler comme au village, les médicaments des Blancs, mais n'oubliez pas les médicaments traditionnels, les médicaments des Noirs. Et à un moment donné, il faudra boire des écorces. Un jour, sous d'autres cieux, un collègue me demande, mais parfait, tu prends les écorces? Il pensait que je devais dire à Mondovision que non, moi je ne touche pas aux écorces. J'ai dit, ben oui, je prends les écorces. Et je les prends même très régulièrement. Il dit, ben comment tu peux prendre les écorces? Je dis, ben attends, je prends les écorces parce que je suis un Africain. Je connais ce collègue je le connais très bien. C'est quelqu'un qui aime faire dans le sensationnel. Les choses qu'il fait trop bien souvent, quand il est en télévision, il passe pour être celui qui ne les fait pas. Mais vous savez, ceux qui nous regardent, il y a beaucoup de catégories de téléspectateurs. J'ai une téléspectatrice qui vit au Canada qui est psychologue. Il faut faire attention. Vous ne pouvez pas vous jouer de la psychologie de tout le monde, de tous ceux qui nous regardent. Il y en a qui nous voient tels que nous sommes réellement. Même si nous jouons de faux rôles là, nous jouons à être des saints et autres. Quand il dit que lui, il est dans la polygamie, il aime les femmes. Bon, il y en a ici souvent sur le plateau qui veulent donner l'impression que non, l'affaire des femmes là, c'est pas trop leur affaire. Bon, il y en a qui passent pour être des gens très justes. Non, il y a des gens qui nous voient
tels que nous sommes, comme si nous étions même nus devant eux. Donc ne venez pas toujours... C'est un peu comme les hiboux qui voient la nuit. Oui, oui, ne venez pas toujours jouer à des personnages exceptionnels. Moi, je ne passe pas pour être un être exceptionnel. Je suis rigoureux, je suis carré sur les bords. J'ai des principes que je respecte, mais j'ai des faiblesses humaines. Moi, quand je vois une belle femme... Vous en raffolez. Oui, oui, je tremble. Mais pourquoi les belles femmes vous font trembler? Mais je sais pas, j'essaie de lutter contre ça, mais plus je lutte contre ça, plus je sens que ça veut m'emporter. Bon, je tremble. Je les drague pas toutes. Mais quand j'ai l'occasion de dire un mot, je dis. C'est une faiblesse. Quand Blériot voit une belle femme, il tremble. Je tremble. On peut chercher à vous piéger à Blériot avec les belles femmes. Oui, chercher à me piéger. Peut-être que vous me trouverez, peut-être que non. Mais à côté de ça, j'ai une très bonne intuition aussi. C'est pas qu'on n'a pas encore cherché à me piéger. Hein. Il y en a aussi qui m'ont joint sur Facebook. Je veux être ton ami, je veux être ta 6e femme. Ça n'a pas toujours marché. Tu as dit que non, ce n'est pas le processus. Non, je suis un grimpeur. J'aime cueillir les mangues moi-même et les fruits sur les arbres. Je ne ramasse pas les fruits qui tombent. Bon, maintenant, la citation du jour. La citation du jour. La citation du jour, la voici. Celui qui ne sait pas obéir ne sait pas commander non plus. Vous devez avoir goûté l'humiliation dans l'obéissance, ainsi vous commanderez avec humilité. On peut reprendre. Celui qui ne sait pas obéir ne sait pas commander non plus. Vous devez avoir goûté l'humiliation dans l'obéissance, ainsi vous commanderez avec humilité. On peut expliquer? Bien sûr. L'armée est le prototype de cette citation. On dit là-bas que la discipline est la règle principale des armées. Tout à fait. Voilà. Si vous ne savez pas obéir à vos chefs, ne vous attendez pas à ce que vos subalternes vous obéissent demain. Tout à fait. Ça, c'est le premier principe. Le deuxième principe, c'est que l'obéissance est une vertu qu'on cultive. Lorsqu'on l'a cultivée, on va même jusqu'à l'humiliation pour développer les qualités de leader. Un bon leader, c'est celui qui sait être aussi sous les autres. Ce n'est pas celui qui pense qu'il est au-dessus de tout le monde. Parce que les qualités des leaders que nous pourrons expliquer au cours d'une autre émission commandent que vous soyez à l'écoute. Or, si vous ne savez pas que le leader est en même temps serviteur, vous ne serez pas à l'écoute et vous ne saurez pas commander. Parce que pour commander les gens, par exemple, il faut les connaître, il faut les comprendre, il faut les apprécier. Parmi ceux que vous commandez, il y en a qui sont au-dessus de vous intellectuellement, physiquement, et ainsi de suite, même financièrement. Quelquefois, vous pouvez avoir des collaborateurs qui sont plus riches que vous matériellement. Tout à fait. Mais c'est beaucoup de sensibilité à gérer. Donc, il faut comprendre l'environnement de commandement et savoir qu'il faut savoir s'humilier pour pouvoir bien commander. Merci pour ces explications. Mais j'ai beaucoup aimé la partie où on parle de l'humiliation. Hein. Oui. Nous avons vécu presque dans l'humiliation. Oui, mais en gardant toujours l'humilité. C'est pour cela que vous avez été un bon chef. Pour ceux qui ont été sous vos ordres depuis vos premières maisons jusqu'ici, ils savent que vous êtes un chef à l'écoute. Je ne le dis pas parce que vous êtes là. D'ailleurs, si vous n'étiez pas un bon chef, vous ne seriez pas mon ami. Ça, c'est clair. Je suis très dur avec tout le monde. Merci Pierre Blériot-Niémec pour cette entrée en matière. Le décor est planté. Nous prenons la première transition. Théophile Vianney-Biya, bonjour. El Perfecto, bonjour. Bonjour à votre riche et impressionnant panel ce matin. Bonjour également à toutes les téléspectatrices ainsi qu'à tous les téléspectateurs que je trouve fièrement ce jeudi. Et TVB, c'est l'homme de la revue de la presse sur Info TV, naturellement. Il est là tous les matins à partir de 6h45, tous les jours également à partir de 10h pour l'actu presse. Que disent les journaux TVB? El Perfecto, les journaux qui sont disponibles en kiosque ce matin nous plongent dans pas mal d'actualités, notamment sur le plan de la société avec le raccordement du projet PAEPIS. On parlera également de l'éducation avec l'université de Yaoundé 1 qui occupe donc une place de choix dans le classement des 100 meilleures universités au monde. L'université de Yaoundé 1 qui a donc le maillot jaune. Parlons bien et bien des universités en Afrique francophone. Toutes ces actualités sont à lire dans nos journaux qui sont disponibles en kiosque ce jeudi. Et nous ouvrons dans cette revue de presse avec le journal La Météo de Dieu de Nembang. C'est bi-hebdomadaire d'information générale, d'analyse et d'enquête. Parle ce matin du raccordement du PAEPIS au réseau câble
Kamwater. La troisième étape ce 19 août. Ce journal précise ici de la page 2 à la page 3 que sous la coordination du ministre de l'eau et de l'énergie, Gaston Edundou Somba, le communiqué du directeur général de la Cameroun Water Utility Corporation, rendu public ce 15 août, précise que les travaux se dérouleront sur les sites de Mimboman Sapeur et Mimboman Château. Blaise Moussa invite par ailleurs les populations des quartiers concernés par des éventuelles perturbations à constituer des réserves d'eau suffisantes avant samedi. Il rassure également des dispositions prises en vue d'un complément d'approvisionnement par camion citerne. Laissons ce journal et laissons cette actualité pour retrouver en kiosque le journal Info Matin de Dieudonné Vangobat 1. On parle ici du top 100 des universités africaines. Yaoundé 1, maillot jaune en Afrique subsaharienne francophone. L'institution que dirige le professeur Maurice Aurélien Soso se hisse au podium du classement US News and World Report 2023 grâce à, entre autres, à la qualité de ses résultats de recherche et des enseignements dispensés. Une performance rééditée après celle de 2020, 2021 et 2022 qui résulte de l'exécution scrupuleuse des directives du chef de l'État Paul Biya. On parle également de Paul Biya ce matin en grande une du journal Info Matin. Hommage Paul Biya, le sage tout simplement. Le chef de l'État camerounais n'est pas seulement un sage africain, identité que lui attribue une opinion sous le charme. C'est plutôt une lumière mondiale. Plus de 40 ans déjà au service de son pays au point de s'oublier lui-même. Plus de 40 ans déjà au service du Cameroun au point d'oublier en plus sa propre famille. Il faut être Paul Biya pour pouvoir opérer de tels sacrifices. Cameroun Tribune, le quotidien bilingue gouvernemental, parle également de Paul Biya. Bakassi, 15 ans après, hommage à Paul Biya. Cet hommage a été donc rendu au chef de l'État camerounais le 14 août 2023, ici même à Yaoundé, au cours d'une cérémonie fort courue. Le Trion Info de Jérôme Ekoto n'est pas en reste et ce journal parle de Paul Biya au bas de une. Paul Biya, à juste titre, auréolé du prix de grand sage africain, le président de la République du Cameroun entre un peu plus dans l'histoire. En page 5, on en parle avec le journal Le Crayon Info. Gestion du football, la fake à food. Le journal présente ici la gestion du football camerounais en page 8. Source Info de Jean-Bruno Efangono, qui est également disponible en kiosque, s'intéresse à la culture et parle des awards de l'avenir. Paul Biya, le sage africain, le président de la République Paul Biya, reçoit cette énième distinction pour son rôle ô combien important pour la préservation de la paix au cours d'une cérémonie riche en son et en couleurs à l'occasion de la 3e édition des awards de l'avenir, fait ce 14 août 2023 à Yaoundé pour un événement placé sous la présidence du représentant du président de la République Paul Biya, René Emmanuel Sadi, ministre de la Communication. Le journal Le Messager de Feu Pius Njawe s'intéresse également au transfert d'autorité sur Bakassi. Le cas Kamto est présenté dans ce journal. Comment l'ex-ministre délégué à la justice est introduit dans ce long feuilleton judiciaire et diplomatique avec le voisin nigérian en tant qu'expert sollicité par le Cameroun. On en parle donc avec le journal Le Messager qui revient sur le cas Kamto, parlant du transfert d'autorité sur Bakassi. Allons en Kolandom, c'est dans la région du Sud. Un stade rénové et dédié à Biya. L'initiative est de Sa Majesté Jacques Famendongo, chef de village situé à 18 km des Bolova. Mutation parle également d'un Kolandom en pied une. Sport et culture, balle au centre en Kolandom. On revient donc sur ce championnat de vacances qui se déroule de ce côté et qui a été lancé il y a quelques jours seulement. On nous amène du côté d'un van, plus précisément aux agences. Mutation présente un van agence ce matin comme étant un coupe-gorge à Yaoundé. Incursion dans un sanctuaire de l'insécurité de la capitale. On en parle en page 5 du journal Mutation. Le Jour, qui est disponible en kiosque, s'intéresse à l'anthrax au Nigeria. Peur dans la filière bovine au Cameroun. De la page 2 à la page 3, on en parle. Chan de volée dame 2023. Le Cameroun bat le Burundi d'entrée. C'est ce que nous dit le journal Le Jour en pied une. Et si on retrouvait également le point bi-hebdo, ce bi-hebdomadaire nous amène du côté des régions du nord-ouest et du sud-ouest et parle plus précisément des reconstructions du Nozo. Concertation de Bouya, reconstruction du Nozo, l'incertitude. On nous dit que malgré les multiples batteries de mesures déployées par l'État du Cameroun pour trouver la paix du côté des régions du nord-ouest et du sud-ouest, l'incertitude continue de régner de ce côté. Même son de cloche pour émergence
Émergence. Ce quotidien qui est en kiosque parle également de cette insécurité qui persiste du côté du Nozo. On nous amène également à Betareouya, expulsé d'un site minier. Les exploitants portent plainte. Cette plainte est donc à lire en page 5 du journal Émergence. Le témoin de Francis Bonga, qui nous permet de refermer cette revue de presse Acte 2 sur Info TV, parle de prévision des approvisionnements en riz. Le Mincommerce met en garde contre la hausse des prix. Cet avertissement a été donné ce 11 août 2023 à la place portière de Douala par le chef du département ministériel en charge des questions commerciales, en la personne du ministre Luc Magloire Barga Atangana. Ce journal nous amène également à la découverte du groupe scolaire bilingue Saint-Christophe, prêt pour la rentrée du 4 septembre prochain, en attendant l'inauguration officielle qui a lieu dans les prochains jours avec plusieurs autres personnalités annoncées. Les parents arrachent déjà les inscriptions comme des petits pains et reçoivent de surcroît les tenues scolaires gratuitement. Allons donc à la découverte de cette école qui est située ici même en plein cœur de la ville de Yaoundé, avec le journal Le Témoin de Francis Bonga, qui nous permet donc de refermer cette revue de presse Acte 2 sur Info TV. Mesdames, Messieurs, de votre aimable attention, infiniment merci. Et nous vous invitons très massivement à vous rendre dans les kiosques pour procurer un journal au prix de 400 francs CFA pour que vive la presse camerounaise. Il s'agit donc tout simplement de 4 pièces de 100 francs seulement collectées et vous avez votre journal disponible en kiosque. C'était bel et bien la revue de presse Acte 2 avec Théophile Vianney Billard. Appelez-moi TVB si vous le désirez. Merci El Perfecto, merci à votre panel, merci également à nos téléspectateurs qui sont des millions. Merci Théophile Vianney-Billa pour cette brillante revue de la presse comme d'habitude. Vous ne partez pas également comme d'habitude. Oui. C'est pour nous donner le fait saillant de l'actualité qui retiendra notre attention ce soir aux 19h et aux 20h. Aux 19h et aux 20h sur Info TV, il est question de parler de l'université de Yaoundé 1, revenir donc sur les multiples prouesses engrangées par l'université de Yaoundé 1 sous le magistère du professeur Maurice Aurélien Sosso, qui est donc bel et bien le recteur de cette institution universitaire. Il faut dire que parlant du récent classement mondial, l'université occupe une place de choix. Parlons des universités qui sont situées en zone francophone. On parle de 100 places et cette université occupe la 31e place. D'ailleurs, c'est le maillot jaune, parlons des universités en zone francophone. Il faut donc dire que ici, on parle de la recherche, la performance de la recherche, mais également le visage de l'université sur le plan mondial. Il faut noter d'ailleurs ici, dans nos éditions de journaux, qu'on va donc revenir sur ce qui a permis à l'université ou ce qui permet à l'université de rester au top sur le plan mondial, d'avoir une belle image et bien évidemment d'afficher fière allure au regard des multiples recherches qui sont engrangées dans cette institution universitaire. On en parle donc aux 19h et aux 20h ce soir sur Info TV. Théophile Vianney-Billa. El Perfecto. Tout en vous souhaitant une excellente journée, nous nous donnons rendez-vous demain vendredi 10h pour la dernière sortie. Bien sûr, lorsqu'il sera 10h, on va se retrouver si Dieu le permet. Bonne suite d'émission à vous ainsi qu'à votre panel et à nos téléspectateurs qui sont des millions. Et les téléspectatrices aussi. Bien sûr. Qui vous affectionnent. Ah, bien évidemment. Et vous savez le leur rendre. Une fleur à toutes les téléspectatrices ce matin. Merci. Lorsque Théophile Vianney-Billa nous déroulait l'actualité de la journée vue par nos tabloïds, une actualité justement nous a retenu notre attention. Il s'agit de cette actualité venant du journal du très grand frère Info Matin. Nous sommes là en plein cœur dans la vie des universités africaines et plus précisément l'université de Yaoundé 1. Il s'agit de ce classement des top 100 des universités africaines où l'université de Yaoundé 1 occupe donc une place de choix et devenant par la même occasion la meilleure université en zone francophone. Je vais d'abord passer la parole à Pierre Blériot-Niemek. Pierre Blériot-Niemek, de manière régulière, nous avons attiré l'attention de nos universitaires. Nous nous sommes plaints de ce que les universités camerounaises habituellement n'avaient pas des places honorables dans ce genre de classement. Mais depuis quelques années, nous avons aussi une nette impression que l'université de Yaoundé 1, sous l'ère du professeur Aurélien Sosso, a abat un travail remarqué, mais surtout remarquable. Parfait. Ici, il faut le dire quand on est Camerounais et lorsqu'on a fréquenté les universités camerounaises, que l'université de Yaoundé 1, qui était déjà à l'époque la seule université camerounaise, depuis l'époque de l'université fédérale,
a bénéficié quand même d'un certain nombre de structures qui lui donnent fière allure par rapport aux autres universités. C'est à l'université de Yaoundé 1 que vous avez le sentiment réel que vous êtes dans un univers. Parce que vous voyez, université, c'est univers. Elle est vraiment grande, elle est étendue. Elle a beaucoup de sites qui permettent, par exemple, les jeux universitaires et autres. Mais elle est aussi la matrice des enseignants de qualité. C'est à partir de Yaoundé 1 qu'on a commencé à dispatcher les enseignants. Ceux de cette époque-là, j'ai à côté de moi là un ancien produit de l'université de Yaoundé 1. Pour ceux qui sont en face, je n'en sais pas grand-chose. Donc, nous sommes heureux de savoir que notre université mère a pu se hisser à cette place honorable. Parce que pour celui qui s'intéresse à la question universitaire ou à la vie des universités, l'Afrique du Nord a de très grandes universités. Ouais. De très grandes universités. Ça veut dire se classer 31e sur 100, ce n'est pas un mauvais rang. Ça, il faut le dire honnêtement. D'ailleurs, vous verrez que les autres universités en Afrique francophone subsaharienne arrivent très loin. Elle occupe donc la première place. Nous ne pouvons pas nous flageller inutilement. Nous ne pouvons pas nous auto-flageller inutilement. Les autres ne peuvent pas dire, un institut aussi sérieux que US News Report ne peut pas dire que vous avez une bonne place et vous-même vous commencez à dire que non, nous n'avons pas une bonne place. Du point de vue de la recherche scientifique, je vous ai dit que c'est mon université. Tout à fait. Et les chercheurs de ce côté abattent un travail remarquable. Pas toujours dans des conditions très faciles. Pas du tout. Mais ils abattent un travail remarquable. Et le magistère, bien évidemment, vous ne pouvez pas dire que la maison est propre et que le gestionnaire de la maison est sale. Donc, les honneurs iront en premier au professeur Maurice Aurélien Sosso, qui dirige de main de maître cette institution depuis plus d'une dizaine d'années. Ça veut dire que Il y a c'est... quelqu'un qui me disait, et c'était un de vos amis penseurs, que l'on ne saurait avoir d'horloge sans faire allusion à l'horloger. Bien sûr, c'est Voltaire, mon maître dans la pensée. Je suis, comme mon autre maître, professeur Valentin Gandongo, très amoureux de Voltaire. Il n'y a pas d'horloge sans horloger. Bien évidemment, c'est faire un crime de lèse-majesté que de ne pas reconnaître à celui qui dirige une institution la bonne santé de la dite institution lorsqu'elle est reconnue par ses pairs. Père ici est écrit avec A-I-R-S. Donc, c'est une fierté parce que les Camerounais qui se baladent aiment aussi entendre ce genre de choses, notre université. Très bien. Nous ne dirons pas que tout est beau de ce côté. Pas du tout. Il faut continuer à faire des efforts pour améliorer le rendement, mais ce qui est déjà fait là est bien. Et il faut que cela se contamine positivement auprès des autres universités camerounaises. Parce que la qualité d'une nation est aussi liée directement, que nous le voulions ou pas, à la qualité de l'éducation qui est offerte aux membres de la nation. Merci beaucoup Pierre Blériot-Niémec pour ce regard. Je dois signaler que vous-même, vous êtes un pur produit de l'université de Yaoundé 1. Et j'aime souvent dire en parlant de ce genre de rappel que est-ce que ceci peut expliquer cela? Si l'université de Yaoundé 1 était une poubelle, j'en suis persuadé que on ne bénéficierait pas de la pertinence des arguments de Pierre Blériot sur ce plateau. Parfait, ici, peut-être vous le dites sans grande emphase. Le panéliste que vous allez présenter maintenant pourra vous en dire. Quand je suis entré à l'université de Yaoundé 1, il y a exactement 24 ans, j'étais vice-président des étudiants de la faculté des arts, lettres et sciences humaines. À l'époque, c'est le professeur André Marine Tchobé, qui était doyen de notre faculté, qui a dû nous décerner des titres spécifiques comme ayant été de très bons dirigeants d'étudiants. Cette université a eu beaucoup d'icônes et continue à en avoir. C'est un cadre, je dis, qui est à améliorer, bien évidemment, mais qui est le meilleur au Cameroun pour le moment. Merci beaucoup. On accueille donc justement à côté de vous celui que vous avez régulièrement cité sans donner le nom tout à l'heure, Émile Messi, bonjour. Bonjour Perfecto, bonjour
Bonjour aux millions de téléspectateurs d'Info TV. Je suis très heureux d'être là ce matin. Et je rappelle rapidement à nos amis téléspectateurs qui nous regardent que vous êtes un homme politique, que vous soutenez les idéaux du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Pour ceux qui nous regardent au Bangladesh, il s'agit du parti politique du président Paul Biya. Émile Messi, je vous accueille donc à chaud avec cette actualité. Vous-même également pur produit de l'université de Yaoundé 1 et on fait comprendre, et selon le journal Info Matin du très grand frère Dieudonné Mvan, que l'université de Yaoundé 1 est la première en ce moment des universités francophones. Votre commentaire? Avant le commentaire, je crois que c'est une très bonne nouvelle. C'est une nouvelle qui fait la fierté d'abord du Cameroun, tout entier. Vous savez que on a souvent parlé de nos universités, surtout en mal. Tout à fait. Il faut aller chercher qu'est-ce qu'ils produisent, qu'est-ce qu'ils font vraiment. Lorsque nous parlons de nos universités, nous voyons seulement les grèves, nous voyons le manque de ceci, l'absence de cela. Nous accueillons la nouvelle avec beaucoup de fierté. Et puis, je voudrais quand même dire que il y a cette tentative humaine. Je voudrais me mettre au-dessus de cette tentative-là qui voudrait que nous avons fait de meilleures études, nous avons fréquenté la meilleure université, ce qui est normal. On dira toujours à notre époque c'était très bien. Chacun le dira pour se glorifier. Tout à fait. Et parfois c'est une attitude positive. Savoir que ce que l'on a fait était meilleur. Mais je voudrais me mettre au-dessus de ça pour dire que ce classement peut-être s'est appuyé sur des indicateurs de performance universellement reconnus. Pour dire que si l'université de Yaoundé 1 est comme Béru l'a souligné tout à l'heure, qui est d'ailleurs la mère des universités, c'est-à-dire l'histoire de l'université camerounaise va de l'université de Yaoundé 1, qui est partie de l'université fédérale, l'université du Cameroun et aujourd'hui l'université de Yaoundé 1, qui a quand même bénéficié d'un patrimoine national avant les autres universités. Donc au-delà de ça, nous pensons qu'il a parlé de son recteur, qui est quand même aussi un ancien, un universitaire très reconnu. Aurélien Soso. Je l'ai connu quand il était jeune doyen à la faculté de médecine et des sciences biomédicales de l'université de Yaoundé 1. Il a été vice-recteur chargé de l'inspection dans la même université. Il est allé au ministère de l'Enseignement supérieur comme inspecteur général des services avant d'être promu à la tête de cette institution. Donc je pense que c'est quelqu'un, et pour l'avoir approché un peu, c'est quelqu'un qui a toujours prôné la qualité. Il a toujours parlé d'une université normale, qui devrait avoir un certain nombre de caractéristiques. Donc on a souvent eu des échanges, on disait que dans une université normale, il faut ceci, il faut cela, il faut cela. Donc je crois qu'aujourd'hui, c'est un résultat qui est vraiment attendu d'un homme que je connais un peu. Vous voyez un peu. Donc, et comme je le dis, il y a un certain nombre de critères, j'imagine, comme ça, au niveau infrastructurel, au niveau, nous sommes au niveau à l'ère de la numérisation, on peut penser que forcément cette université a intégré ce volet dans les enseignements. Et au niveau de la qualité des recherches, aujourd'hui, les recherches de cette université-là, on peut penser qu'au niveau mondial, ces recherches sont reconnues d'une pertinence. Il faut d'ailleurs dire, pour vous relancer, Émile Messi, qu'ils sont nombreux, les enseignants de l'université de Yaoundé 1, que ce soit les anciens enseignants ou ceux actuels, qui donnent des cours dans les autres grandes universités sur le plan mondial. C'est donc justement ce que j'appelle le critère de performance, qui doit aller au-delà du local pour prendre le global. Ce n'est plus seulement des choses de Yaoundé, ce n'est plus des choses du Cameroun, ce n'est plus des choses qu'on vous connaît là, mais c'est un rayonnement mondial. Il faut la qualité des enseignants. Qui dit enseignant, dit enseignement. Qui dit recherche, la qualité des produits de la recherche aujourd'hui. Ça veut dire que tout pays qui veut se développer s'appuie d'abord sur ses universités, d'abord sur ses recherches. Et vous voyez comme les missions de l'université, c'est l'enseignement, la recherche et maintenant l'appui au développement. C'est-à-dire le développement doit donc prendre un impact réel aujourd'hui par rapport au problème que le Cameroun connaît. Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes en droit d'attendre que l'université peut répondre favorablement aux grandes attentes de la nation?
Je crois que c'est ça aussi le défi. Et comme nous disons, nous apprécions ce qui est fait, mais pour le Camerounais lambda, nous attendons que cela soit matérialisé. Qu'on dise que le pain qui est sorti de telle boulangerie, qu'on dise que tel produit qui est sorti de là, c'est le fruit de la recherche universitaire. Et que la gouvernance même sociale, économique, soit également des fruits de l'université pour que chacun sente que ces institutions où l'État met beaucoup d'argent peuvent en retour donner aux Camerounais ce qu'ils sont en droit d'attendre de ces institutions-là. Merci Émile Messi pour votre commentaire et analyse également. Je vais me retourner vers nos deux experts en matière de transport. Vous n'êtes pas quand même insensible à ce bon classement de l'université de Yaoundé 1. Je commence par Koli Alexis. Commentaire sur l'université de Yaoundé 1 qui s'est améliorée depuis un certain nombre d'années, d'où ce bon classement sur le plan africain. Oui, perfecto. C'est juste une chose que je veux appuyer. C'est une reconnaissance internationale de ce que l'université de Yaoundé 1 a évolué dans sa façon de faire. Et nous pouvons comprendre aisément que pourquoi les universitaires camerounais ont le vent en poupe ailleurs. Parce que nous recevons beaucoup de témoignages et même en matière de travail sur le terrain, ils sont très efficaces. Il faut également dire, même nos étudiants, contrairement à ce que certains croient, ils sont nombreux, nos étudiants camerounais. Vous allez voir un bonhomme qui a obtenu une licence, comme nous parlons vraiment de Yaoundé 1, qui a obtenu une licence à l'université de Yaoundé, ou bien un master. Il va en Europe pour poursuivre ses études, mais arrivé en Europe, il est parmi les meilleurs, alors qu'ils sont de Yaoundé 1. Effectivement, et j'en connais plusieurs qui sont partis et qui ont été meilleurs parmi ceux qui étaient formés. Ils ont vraiment été meilleurs en tête de classement. Ils sont très nombreux. Et c'est ce qui nous fait comprendre que lorsque le travail est bien fait, il aura toujours une reconnaissance. Parce que moi, j'ai considéré ça comme une reconnaissance internationale. Très bien. Moi, Jean-Claude, nous parlons donc de l'université de Yaoundé 1. Bon classement, mais comme la main qui reçoit, elle en redemande. Ce que nous allons dire ce matin est que le professeur Aurélien Soso, le recteur, qui est justement à la tête de cette université, puisse continuer à hisser cette université au sommet. Oui, pour moi, c'est un grand plaisir parce que ces derniers temps-ci, il a été vilipendé dans les réseaux sociaux. Nous voyons que ceux qui l'ont vilipendé, la reconnaissance mondiale est venue battre sans brèche. Pour nous, pour les Camerounais, tous les jours, nous n'avons que des mauvaises nouvelles. Et pour un cadre de formation de la jeunesse, nous pensons que cette fois-ci, c'est quand même à féliciter. Parce que c'est ici à ce rang, ça montre qu'au Cameroun, on n'est pas que des fainéants, comme veulent faire croire certaines personnes. Ou que le Cameroun, c'est l'enfer. Le Cameroun n'est pas l'enfer et il n'est pas aussi le paradis. Très bien. Le Cameroun, ce n'est pas l'enfer, même ce n'est pas aussi le paradis. C'est la conclusion de M. Noir. De toutes les façons, bravo à l'université de Yaoundé 1. Que nous le voulions ou pas, c'est comme la mère des universités au Cameroun. Moi, j'ai la chance d'avoir fait les deux universités. D'abord Yaoundé 2, ensuite Yaoundé 1. Donc, l'université de Yaoundé 1 elle reste la mère des universités. Bravo surtout et chapeau à monsieur le recteur Aurélien Soso, fait précéder de professeur pour le grand travail qu'il a depuis qu'il a la tête de cette institution universitaire. Une autre chose. La dénonciation du jour restera une affaire qui vous énerve au niveau de votre localité. La dénonciation du jour de ce matin est l'œuvre de Pierre Blériot-Niamek. Alors, la dénonciation de ce jour, c'est vraiment une dénonciation. Je l'ai reçue d'un groupe d'enseignants et je la lis parce que c'est un communiqué d'un délégué régional. Le délégué régional du MINSEC de l'Adamawa, qui écrit aux responsables d'établissement. Et il dit ce qui suit. Je crois que c'est responsable. Il y a des gens de l'Adamawa qui nous suivent. À mesdames, messieurs les chefs d'établissement
scolaires publics sous couvert, messieurs les délégués départementaux. Objet, recrutement des élèves. Il m'est revenu de sources dignes de foi que le recrutement des élèves dans certains établissements scolaires publics est souvent conditionné par l'achat de tables bancs et autres diverses sollicitations. Aussi, ai-je l'honneur de vous demander de mettre un terme à ces pratiques qui ternissent l'image des responsables des enseignements secondaires et de vous conformer aux seules conditions prescrites par les textes en vigueur. Le délégué régional Alim Garga, Plec Hors-Échelle. Je commente juste un peu. Le délégué régional de l'Adamawa. Le délégué régional de l'Adamawa. Écrit dans quoi? Il dit au chef d'établissement, ça veut dire les directeurs de CS, les lycées, directeurs d'écoles primaires et autres, à travers les délégués départementaux. Donc, les délégués départementaux sont appelés à relayer ces instructions auprès des chefs d'établissement, qu'il n'est pas autorisé de demander autre chose lors de l'inscription des élèves que ce qui est prescrit dans les textes, c'est-à-dire l'inscription et les droits d'examen. Pareil, il lui est revenu que les chefs d'établissement demandent aux parents d'acheter des tables bancs, des sacs de ciment, peut-être, c'est pas quoi, pour le domicile des chefs d'établissement, ainsi, les seaux, les serpillères, les papiers hygiéniques, les rames de papier. Alors, il leur rappelle même un peu de cola pour le proviseur. Il leur rappelle les dispositions en la matière. Et j'ai pris cet élément de dénonciation parce que si un des délégués régionaux a rappelé, peut-être que ça se passe ailleurs et que les autres n'ont pas pensé, jugé nécessaire de le rappeler. Merci beaucoup. On va d'abord passer la parole à Émile Messi. Émile Messi, le délégué régional de l'Adamawa, est donc sorti pour être un peu plus clair. Nous savons que ce que le délégué du gouvernement régional des enseignements secondaires a dit est vrai, mais sur le terrain, nous avons habituellement d'autres réalités émanant de certains établissements scolaires. Donc le délégué est clair, ne demandez rien d'autre que ce qui est justement recommandé. Les histoires, apporter un table-banc, acheter des rames de papier, des papiers hygiéniques, des seaux, des balais, un peu de cola, d'Invita-Cola pour les chefs d'établissement. Le délégué régional dit c'est faux, il ne faut rien de tout cela. Votre commentaire? Mon commentaire est que le délégué, vous savez, la vie, c'est aussi comme une pièce de théâtre. C'est-à-dire chacun joue exactement le rôle qu'il appelle à jouer. Et il le rappelait bien, c'est-à-dire que le délégué n'invente rien. Il rappelle tout simplement que pour inscrire ou pour recruter des élèves au lycée ou dans une établissement public d'enseignement secondaire, voici ce qu'il faut et ne faites pas autre chose que cela. Mais pour l'espoir que lui aussi il joue son rôle. Mais comme vous l'avez dit, entre ce que le délégué régional dit, voilà. Au moment où nous sommes en train de parler, je présume que certains proviseurs de cette localité et certains directeurs de CS nous regardent. Peut-être ils disent que c'est pour vous là-bas votre délégué. C'est pour ça que j'ai parlé d'une pièce de théâtre où chacun a appelé à jouer son rôle. Vous voyez, ce que le délégué de l'Adamawa dit vaut pour tout le Cameroun. Il a dit que peut-être que le délégué a été plus inspiré pour qu'on parle de lui. Mais ça vaut pour tous les établissements publics d'enseignement secondaire. Il y a même plus le monnayage des places. C'est-à-dire que selon qu'on se retrouve en ville, dans un grand lycée, qu'on se retrouve en campagne, il y a des montants que les parents payent pour avoir une place. Ou bien pour négocier une place. Ça, c'est connu, je parle à côté d'un enseignant. À un moment donné, même, je ne sais pas si ça a changé, il y a même parfois même une grille tarifaire. C'est ce que je dis. En sixième, on vous dit, il y a un montant. C'est 100 000. En cinquième, il y a un montant. Et il y a des démarcheurs qui rôdent là tout autour pour dire que c'est moi l'agent du proviseur. Incroyable. C'est des choses connues.
Au-delà de ça, il y a également des recommandations. Comment le délégué va gérer cela? Les recommandations les plus insoupçonnables. Quelle a recommandé? Il faut prendre mes enfants. Parfois, vous allez même trouver le proviseur, lui-même vous sort les dossiers comme ça. Il est dépassé par les événements. C'est des réalités. Comment donc en sortir? Donc la question, à quoi peut valoir le communiqué, je ne sais pas quoi, du délégué de la Damawa par rapport à ces faits-là? Si ça n'est pas suivi d'un ensemble de mesures d'accompagnement, pour dire qu'on vous prend en flagrant délit de ça, voici ce qui va vous attendre. Nous, on n'a pas lu ça dans le communiqué. Je tiens fermement la main sur le respect strict de ces communiqués. Oui, après. Donc, pour dire que le phénomène est un peu plus profond. Et si l'État veut vraiment lutter, parce que là aussi, c'est une façon de lutter contre la corruption. À un moment donné, on disait que avant un certain temps, les proviseurs, les chefs d'établissement ne recrutaient pas. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas sûr que avant la rentrée, vous seriez encore là. Parce que certains, à un moment donné, même avant le mois d'août, là, ils avaient déjà rempli l'établissement. De telle sorte que si un autre arrivait là, pris par nomination, par changement, celui qui se retrouve là est en difficulté. C'est des pratiques communes. Donc, pour dire que cette affaire ne se limiterait pas à un communiqué du délégué régional, il faut que l'État prenne. Bon, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui vont quand même évoluer avec la décentralisation, où les régions vont désormais jouer un rôle. Parce que tout cela, en dehors de ce qui est monnayé là, il y a également l'APE, qui est un autre réseau. Par là, on ne voudrait pas. Je pense que nous allons trouver une émission avant la rentrée scolaire pour essayer encore de mettre les points sur les i. Parce que si je m'en tiens à la réglementation officielle, sauf si je me trompe, je parle sous le contrôle des experts de l'éducation qui nous regardent, l'APE n'est pas obligatoire. En principe. Une fois de plus encore, les proviseurs qui m'écoutent et qui me regardent en ce moment, et certains directeurs des CS disent ici c'est pour toi là-bas. Ah oui. Vous allez dans un établissement, dans un lycée, si vous ne payez pas l'APE, c'est même d'abord ce qu'on exige, avant même l'inscription. Vous faites d'abord l'APE, vous passez chez... Vous avez donc le document reçu de l'APE, vous allez vous inscrire, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est connu. D'accord. Mais les proviseurs vont vous dire que si on ne regarde pas cette affaire, on ne s'en sort pas. Parce que c'est ça la réalité. Quand vous êtes proviseur au lycée Leclerc, vous ne vous en sortez pas, pourquoi? Parce que c'est l'APE, l'effectif, il y en a. L'APE fait quoi au lycée Leclerc? Ça paye quoi au lycée Leclerc? Il y a les vacataires, ils vont vous dire qu'ils paient des vacataires. Quel vacataire au lycée Leclerc? Le proviseur il y a les vacataires au lycée Leclerc? Oui. Il y a les vacataires au lycée Leclerc. Beaucoup de vacataires d'ailleurs. Je dis qu'il y a les vacataires au lycée Leclerc. Mais ça ne suffit pas pour justifier les frais d'APE qui sont collectés là-bas. Parce que si nous allons en détail, on prend peut-être que le lycée général Leclerc, vraiment ce n'est qu'un exemple, on n'a rien compris. Peut-être qu'on ne construit pas au lycée Leclerc. Attendez un peu. Vous voulez qu'on aille en détail? Il y a les vacataires au lycée Leclerc. Parce que vous voulez apprendre la calculatrice. Je vous dis qu'il y a les vacataires au lycée Leclerc, comme dans tous les lycées du Cameroun. Merci beaucoup. Koli Alexis, nous parlons du communiqué du délégué régional de la Damawa pour les enseignements secondaires et qui est clair. Il demande à ses collaborateurs d'être stricts sur la réglementation en vigueur. Pas des histoires, demande des tables bancs, par exemple, aux enfants pour pouvoir s'inscrire. C'est déjà une bonne note. Je crois que il y a des choses qui sont restées sous silence depuis des années. Si on commence déjà à écrire là-dessus, c'est qu'il y a évolution. Donc le Cameroun commence à bien se porter, même à l'arrière-pays. Deuxièmement, j'espère que ça va faire tache d'huile sur les autres. Que ce soit contagieux. Oui, il faut que ce soit contagieux, c'est une bonne mesure et c'est salutaire pour les parents, surtout que la rentrée scolaire est très stressante. Donc quand on se trouve avec des gens qui sont confrontés encore à ce type de problème, c'est pour augmenter les soucis des parents. J'espère aussi que je vais faire une expérience particulière parce que j'ai un garçon qui a eu le BPC, Dieu merci, et qui va en seconde, comme il sort d'un CS, il peut pas continuer. Au lycée. Il va au lycée. J'espère que je vais... Il est en Gaoundéré? Non, à Yaoundé. À Yaoundé. Ouais. Donc vous pensez que vous n'allez pas payer de table banc? Bon, j'espère. Mais ce qui m'amuse par moment est qu'on vous demande de payer le table banc
Mais vous n'êtes pas obligé de transporter un table-banc En espèces. On dit non, le table-banc c'est 15 000. Donc vous versez 15 000 pour le table-banc. Ouais, le Cameroun. On sait tous que c'est une façon de dire que vous devez... Bon, le langage se comprend très bien, sauf qu'il est très embêtant quand ça se passe ainsi. Parfois, on est comme contraint de faire avec. Noir, Jean-Claude, c'est vrai qu'on peut parler en riant, comme c'est le cas en ce moment, mais... nuançons un peu, hein. Je ne t'oblige pas à nuancer. Je prends particulièrement les établissements de brousse. Voilà pourquoi moi je ne voulais pas parler des établissements comme le lycée Leclerc. Si vous êtes au lycée de Mvungue, si vous êtes du côté de la Mengchum, si vous êtes au plus profond de l'extrême nord, est-ce qu'il ne faut pas aussi quand même remarquer que de ce côté, il y a vraiment manque de plusieurs outils, hein, de matériel, ainsi de suite? Oui, vous allez comprendre, parce que moi, j'ai quand même passé une partie de ma vie au nord. Vous allez voir que dans la zone du nord, le bois est rare. Oui. Et généralement, quand on affecte des gens au nord, ils ne partent pas. Il y a d'abord ce problème. Et qu'est-ce que Ils trouvent que c'est l'enfer. Ils trouvent que c'est l'enfer. Et pourtant, le Cameroun, c'est un paradis. Qu'est-ce que les proviseurs dans ces coins font? Ils recrutent les gars, certains étudiants, parfois Ce même qu'on appelle des vacataires. Oui, parfois même des gars de terminale pour venir enseigner les enfants à l'école primaire. Et il justifie qu'il ne peut que tenir. Parfois, il y a un seul maître qui enseigne tout le reste des classes. Oui, à l'école primaire. À l'école primaire. Le seul enseignant, c'est le directeur lui-même. Le directeur lui-même. Vous allez donc voir que... Voilà des réalités que nous n'avons pas à Yaoundé, bien à Douala. Non, c'est parce que moi, je suis surpris que quand nous on vivait au nord, moi, mon grand-père allait au nord en 1950. Je considère Garoua comme chez moi parce que j'ai passé de très bons moments à Garoua. Et à Garoua, quand nous on vivait là-bas, les enseignants allaient. Maintenant, vous affectez un gars à Garoua, il reste à Yaoundé, il ne part pas. Il sort un dossier médical. On dit qu'il souffre de l'insuffisance rénale. Et comme il n'y a pas de dialyse de ce côté-là, il ne bouge pas. Alors qu'en réalité, le gars joue au tennis tous les jours. Et il partage son petit salaire avec le proviseur. Le proviseur. Enfin, disons certains proviseurs. Certains proviseurs. Donc, vous allez voir, et aujourd'hui, c'est une des causes, moi je pense que, comme l'État est malin, c'est une des causes qui a fait que l'État aujourd'hui ne recrute plus directement les enseignants. Et parce qu'il y a beaucoup, ils se plaignent tout le temps, il y a eu beaucoup de mouvements, mais vous allez constater que la plupart des gars, moi j'ai mis 17 ans à Tongola, je connais 2 de mes voisins qui étaient enseignants, ils n'étaient jamais allés au travail. Ils sont restés chez eux, on les a affectés, ils ne partaient jamais. Et jouent au Songo? Ouais, et lorsqu'il y avait grève, ils étaient à l'avant-poste de la grève. Et un jour, j'ai demandé à eux, mais toi, vraiment, tu ne pars pas, mais tu encaisses l'argent. Et l'État a fini par les coincer. Mais je pense que c'est quand même une très bonne alerte pour le délégué régional. Mais cette alerte devait venir de l'administration centrale. Ça ne sert à rien. Le ministre peut le rappeler à chaque fois qu'il y a une rentrée, les principes cardinaux de recrutement dans un établissement public. On est d'accord que le ministre puisse rappeler, mais comme je le disais tout à l'heure, je vous dis, Monsieur Noir, dans certains établissements des zones reculées, pour une rentrée scolaire, il n'y a pas de craie. Il n'y a pas comment on appelle ça, de cahier de textes pour l'enseignant. Il n'y a même pas de tableau. Il n'y a pas de table-banc. Ce qu'on appelle là le paquet minimum arrive parfois 3 mois après le début de la rentrée scolaire. Que faisons-nous? Que fait le proviseur? Ou bien le CS, le directeur de CS, ou bien le directeur de l'école primaire qui est dans une telle situation? Il n'est pas obligé de... Est-ce qu'il ne serait donc pas obligé de demander aux parents que lorsque vous venez inscrire, amenez une rame de papier, amenez ceci, amenez un table-banc, ainsi de suite? Mais moi, je pense que c'est toujours le gouvernement qui... On peut faire un classement, une classification. On dit les établissements de zone 1, les établissements de zone 2 et les établissements de zone 3, voire même zone 4, parce qu'il y a des endroits là, il n'y a même pas de route. Donc, on dit là-bas, bon, les populations eux-mêmes peuvent contribuer à ce que l'école fonctionne. Et je me demande même, dans des villes là où il y a les exploitations forestières,
on peut mettre à contribution, les maires peuvent mettre, de ces localités-là peuvent mettre à contribution les exploitants forestiers en leur demandant que vous soulevez la poussière, vous gâtez les routes, mais en retour, vous pouvez quand même... Ne fût-ce que les tables blancs. Les tables blancs, vous offrez les tables blancs à nos élèves. Ça, ce n'est pas le président Paul Biya qui doit venir le faire. Ça dit que nos dirigeants manquent d'imagination. Ils peuvent imaginer des phénomènes qui puissent les accompagner. Il y a des entreprises, bon, vous voyez par exemple, je prends le cas de Ngaoundéré. Est-ce qu'à Ngaoundéré aujourd'hui, à part le train, il y a une entreprise qui emploie les gens? Vous allez voir, si vous arrivez à Ngaoundéré, la moitié des jeunes sont des employés de mototaxi. Ils font le mototaxi. Toutes les entreprises comme la tannerie et tout ça ont fermé boutique. Même machin. Donc, dans ce genre de zone, là où il n'y a pas d'emploi, à demander ça aux gens d'abord qui tirent le diable par la queue, c'est un problème. Merci beaucoup Jean-Claude pour ce regard. Pierre Blériot Niemek, nous applaudissons pour le communiqué du délégué régional de la Damawa. Maintenant, Émile Messilus se posait la question entre ce communiqué entre guillemets à caractère sensationnel et la réalité sur le terrain. Parfois il y a un fossé. Bon, il y a deux problèmes de mon point de vue qui se posent. Le premier, c'est celui de la corruption généralisée d'un système. Seulement, il y a deux maillons dans cette corruption généralisée qui sont les moins bien lotis. Il y a ceux qui ont trait aux services sociaux de base, l'éducation et la santé. Vous voyez, quand les autres font de la corruption, vous allez au ministère des Finances, je ne trahis rien ici, pour votre argent, on vous exige 30%. Pourcentage. 30%. Les montants sont connus. Vous attendez votre rappel. Et c'est connu. Vous vous plaignez et vous... 30%. Si vous avez 10 millions... On prend d'abord 3 millions. Vous donnez 3 millions. On vous remet 7. C'est à prendre ou à laisser. C'est votre argent. Quand vous arrivez au niveau de l'hôpital, ça commence à poser problème. Parce que le malade doit aller à l'hôpital, non seulement avec ses médicaments, mais il doit aussi transporter draps, seaux, serviettes et tout le reste. Il doit quelquefois payer les instruments de chirurgie, payer l'infirmière et payer le médecin à ses frais. C'est-à-dire que quand on veut vous opérer, vous ne savez pas pourquoi on a recruté dans la fonction publique un médecin. Parce que dans les frais de chirurgie, si vous faites attention, vous vous rendez compte que dans l'hôpital, à l'hôpital public comme à l'hôpital privé, on vous a facturé les frais de l'opération. C'est-à-dire qu'on prélève là quelque chose qui se... Donc, quand vous retournez au niveau de l'enseignement, c'est encore grave parce que c'est des parents fragiles. Quelqu'un a suggéré ici que dans les zones éloignées, les populations elles-mêmes fassent ce genre de choses. Non, c'est pas juste. Le Cameroun, comme d'autres pays africains, souffre d'un mal. J'appelle ce mal souvent le mal catholique. C'est le deuxième mal. Parfait. Nous souffrons du catholicisme romain. D'où sort le catholicisme? Vous allez voir. C'est vous-même qui avez pris l'exemple du lycée général de Clerc, n'est-ce pas? Le lycée général de Clerc, c'est comme l'archevêché de Yaoundé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le catholicisme nous a donné sa pyramide. Les bonnes chapelles, les bonnes églises sont en ville. Tous les prêtres veulent aller là-bas. Quand vous êtes un prêtre de brousse, vous êtes mort. Vous retrouvez un prêtre en train de raqueter au village. Parce que la petite quête ne donne même pas 2000 parfaits ici. Moi, je suis allé parfois à l'église dans certains villages où la quête du dimanche donne 325. Ok. Non, les gens en rient. Mais imaginez que l'église catholique n'a pas été capable d'imaginer un système de redistribution de la richesse. Qu'on dise que si Parfait est en Vengue prêtre, Niemek est en Voada, les biens de l'église sont redistribués en fonction de la difficulté. Parfait devrait gagner même mieux que Niemek pour inciter les gens à aller vers Mvengue. Mais si on dit à Parfait débrouille, et c'est donc ce que l'État camerounais a récupéré. Quelqu'un vous a dit ici que le lycée général Leclerc a des vacataires. C'est vrai, mais c'est à tort.
Parce que par discipline, vous trouvez une surcharge au lycée général Leclerc. Les gens ne veulent pas quitter Yaoundé. Et j'aime vous dire qu'avec chiffres à l'appui, le lycée général Leclerc a plus de 700 millions d'APEE. 700 millions, donc Je n'ai pas voulu comprendre la calculatrice. près d'1 milliard par an d'APEE. Non, Niamey, ne dis pas ça à haute voix. Non. Ne dis pas ça à haute Non, voix. en plein Yaoundé et d'autres lycées lui ressemblent. Oui. Vous voyez? Donc quand vous êtes proviseur du lycée général Leclerc, vous payez la gueule de certains ministres. Donc, et le problème de la corruption revient. Comment devient-on proviseur, chef d'établissement au Cameroun? Les gens procèdent très souvent par des réseaux mafieux. Arrivé au sommet, ce n'est pas un délégué régional qui peut mettre fin à la mafia. Et ne soyez pas étonnés qu'en fin d'année, il ne soit plus délégué régional. Par rapport à ce communiqué. On peut même estimer, parce que c'est un type de RDPC qui est assis à côté de moi, si vous n'avez pas suffisamment évoqué cela. Quand vous parlez des recommandations, le comité central du RDPC envoie des listes dans les établissements. Je prends seulement ce groupe. Pas le comité central. Je dis que je cite si le comité central veut qu'il... J'ai des proviseurs, j'ai été enseignant, qui te montrent, tu filmes même, voici les listes. J'ai dit qu'il y a des recommandations. Je dis que le comité... Qui viennent des personnes parfois insoupçonnables. Mais monsieur, c'est pas le comité central. Non. Pouvez-vous dire que le comité central n'a jamais envoyé de liste? Non. Le comité central ne descend pas jusqu'au lycée. Mais je dis, il y a des gars insoupçonnables. Je dis, recommande des inscriptions. Plus loin. Des recrutements. Plus loin. Tous les pontes du régime estiment. Non seulement ils nous prennent les NAM, ils prennent les MIA, ils prennent la faculté de médecine, ils prennent tout. Ils viennent encore avec tout l'argent qu'ils ont au lieu d'envoyer leurs enfants à Fustel, de Coulanges, de Roulange et tout ça. Mais ils viennent encore dans les lycées, tous les bons lycées, prendre toutes les places, les confisquer. Alors qu'ils ont les moyens de payer 500 000, 1 million. Les pauvres se retrouvent donc à aller supplier. Et la main qui supplie ne se vante pas. Ouais. Quand vous venez supplier une place dans un lycée, vous souhaitez même qu'on accepte de prendre votre argent. Oui. Moi, Niamey qui refuse la corruption, il y a une vingtaine d'années, j'allais inscrire mes petits frères dans un lycée de la place. Comme je ne connaissais pas les pratiques de la corruption, mais je savais qu'il fallait mettre de l'argent. J'ai mis l'argent dans une enveloppe. Le proviseur décide de nous recevoir à 4. Je suis dans son bureau. Je sais qu'il y a certains proviseurs qui font ça. Hein? Je suis gêné là avec mon enveloppe. Mais je n'ai que cette possibilité-là de le voir. Finalement, quand mon tour arrive, il me dit oui, votre dossier. J'ai le dossier et l'enveloppe. Je lui donne le dossier, je veux mettre l'enveloppe. Il dit non, donnez-moi le dossier. Je donne le dossier. Il dit qu'est-ce que vous avez en main? Je lui dis une lettre. Vous m'écrivez des lettres. Je ne sais quoi lui dire. Il me dit non, il faut rentrer avec. Vous n'avez pas de lettre à m'écrire. Parfait, ici, honteusement, je suis sorti avec ma lettre. La fameuse lettre. La fameuse lettre. Et c'est dehors qu'un autre type me dit non, ça ne se passe pas comme ça. Nous, on avait donné notre part depuis. On venait seulement là pour les formalités. Et sur mes demandes, il a écrit effectif pléthorique. Partout où j'avais déposé un dossier, effectif pléthorique. Et dans les mêmes classes, il a trouvé de la place aux autres élèves. Donc le niveau de corruption que nous avons atteint nécessite que notre pays s'arrête et se questionne, chacun à son niveau. Parce que parmi vous, pas moi, vous qui critiquez là, vous pratiquez souvent la corruption dans vos entreprises. Non, moi je ne pratique pas. Je dis vous qui critiquez là. Non, peut-être eux. Donc, il faut que chaque Camerounais s'arrête. Les gens du RDPC, n'est-ce pas? C'est eux qui nous ont foutus dans ceci. Ah bon? C'est catholique romain. Merci beaucoup, Pierre Blériot. Nous allons lire rapidement quelques messages. Hein. Bonjour perfecto, moi c'est Ibrahim Ali, je vis en France. Mon mot pour le frère de la Damawa est qu'il a parfaitement raison, mais il doit savoir qu'au Cameroun, on est sous-développé si dans une salle de normalement 30 élèves et que lui, son propre enfant, doit intégrer cette même salle de classe, il faut automatiquement qu'on lui propose d'apporter un table-banc pour que son fils profite des cours qui seront dispensés. Parfois, c'est par amour qu'on le fait pour que les cours soient accessibles à tous. Sinon, son fils peut rater une année scolaire à cause du manque de place. C'est Ibrahim depuis la France, à Marseille, plus précisément, qui nous envoie ce message. Autre message ce jour.
Bonjour Parfait et à votre panel. Parfait, permettez-moi de rire. Lorsque le délégué régional appelle un chef d'établissement pour lui dire qu'il est malade et le docteur lui a demandé de prendre beaucoup de fruits, ce chef d'établissement est-il son ami ou son épouse? Ce chef d'établissement, dont je préfère taire le nom, m'a fait comprendre qu'il y avait un sous-entendu. Il a d'ailleurs fait un dépôt Momo de 25 000 francs devant moi. Lorsque le délégué va en tournée et qu'on appelle les chefs d'établissement pour envoyer l'argent du carburant, ils prennent cet argent où? C'est écrit où que les chefs d'établissement doivent cotiser quand le délégué se déplace. Je n'encourage pas le phénomène. Au contraire, je le fustige avec la dernière énergie. Pour finir, Parfait, pensez-vous que quand ces chefs d'établissement prennent l'argent des tables bancs, le délégué n'a rien dedans? Le délégué veut juste faire bonne figure devant la hiérarchie. Je vous mets au défi. Si vous voulez, les chefs d'établissement le feront et rien ne sera fait. Je sais de quoi je parle. Bon, je doute quand même fort qu'un délégué qui s'attend à quelque chose puisse aussi pondre ce genre de documents, hein? Parce que, entre temps, il joue donc à quoi? Bonjour Perfecto, en ma qualité d'enseignant-chercheur aujourd'hui et de plègue formé pendant 5 ans et ayant travaillé 11 ans dans une brousse, je souhaiterais vivement participer au débat que vous voulez organiser sur l'APEE. Pour revenir sur la dénonciation, ces délégués donnent un coup d'épée dans l'eau. Il s'agit d'un système et ces jours-ci, ses collègues vont lui envoyer des abcès pour avoir sali la petite rivière où abondent les bonnes choses. C'est Fabio Tama. Fabio cherche à me contacter en off et on verra comment vous inviter au débat en direct. Autre message ce jour, je vous amène au Burkina Faso. C'est le 226. Salut le plateau, meilleure santé à Niémec et surtout prompt rétablissement. Parfait, ici, demandez à Messi comment va le resto de l'université de Yaoundé 1. Oh, les côtes de porc, les gros morceaux de viande de dindon, le matéco. Ça, c'était vraiment l'époque de Messi, hein. Le restaurant, c'était vraiment, c'était bien. Les étudiants mangeaient bien. Et c'était pratiquement à 100 francs. 100 francs. 100 francs. Vous avez un gros plat de nourriture. Un plateau. Parfois, même vous ne finissez pas. C'est un plateau. Voilà, 100 francs. Plateau. Et la belle époque. C'est un Burkinabé. Hein. Et il continue. Bravo à l'université et à tous les dirigeants pour le travail formidable abattu afin d'obtenir ce classement honorable. S'agissant de la dénonciation, ce délégué a bien fait de rappeler cela à ses collaborateurs pourvu que les autres dirigeants fassent de même. Mais si, parmi tes amis et camarades, il y a ceux qui font bien leur travail, c'est Paul depuis Ouaga qui nous envoie ce message. Bonjour chers voisins, j'ai un ami à qui on avait demandé un table-banc pour son fils par coïncidence. Il est menuisier. Il a fabriqué un table-banc qu'il a apporté à l'établissement en question. L'établissement a refusé de le réceptionner, soit disant que c'est pas conforme aux autres tables-bancs car ils ont un fournisseur. Et finalement, il a payé 30 000 francs et a ramené son table-banc à la maison. Chers voisins, il faut noter qu'il en est de même avec les tenues de sport et les livres. C'est pourquoi j'invite les Camerounais à observer ce proverbe Mbouda pour faire des économies. Et qui mange à partir de midi épargne l'argent du petit déjeuner. C'est Saïd Edi Caprio depuis Garoua. Incroyable, que de philosophes. Bonjour à tous. La corruption est déjà comme une drogue pour les Camerounais. C'est tout ce qu'il a trouvé à nous dire. Hein. D'accord. Autre message, bonjour à tout le panel, particulièrement au sac de modérateur et le consultant Pierre Blériot. Et j'épouse son analyse synoptique à l'université de Yaoundé 1. C'est Colian Mortar depuis Ngaoundéré qui envoie le message. Autre préoccupation, Parfait dit à mon frère Niémec qu'il devrait être poursuivi pour corruption active. On dépose le dossier qui est traité par le conseil d'établissement au secrétariat du proviseur. Il avait trouvé ce qu'il cherchait chez le proviseur. Bonjour, bonjour. Il faut dire qu'à l'époque, il n'y avait pas ça. Hein. L'histoire du conseil d'établissement, là, c'est récent. Dis-lui comme poursuivre. J'ai avoué à Mondo Vision que j'avais fait de la corruption qui n'a pas fonctionné.
C'est tout. Mais ce qui est quand même remarquable et regrettable est que le proviseur avait refusé de prendre cette fameuse enveloppe. Mais lorsque vous êtes sorti, les mêmes avec qui vous étiez assis vous ont dit que ça ne c'est se le passe pas circuit comme que ça. j'avais mal suivi le circuit. On donne avant. On donne avant. Il y a des gens chargés de prendre. Du recouvrement. Et lui, il sait au moins que je suis enseignant, non? Et que je sais comment ça se passe aujourd'hui. Je peux vous dire, allez voir tel, c'est tel. C'est la réalité. Vous voulez mettre un enfant au lycée de tel ou tel, comment on fait? 6e, c'est 100 000. Les classes qui ne sont pas les classes d'examen à Yaoundé, c'est 50, 30 000 quand vous passez par un professeur, ainsi de suite. Bonjour, parfait, à tout ton panel. Pour la dénonciation de ce matin, c'est tout le système de gouvernance qui est malade. Le communiqué du délégué régional du MINESEC pour la Damawa relève de la gestion et n'a aucun pouvoir pour stopper la corruption dans les établissements. C'est Hilaire Deniga. Ce qui me dérange est que même ceux qui réagissent sont tellement sceptiques, tout comme ici. C'est-à-dire que voilà donc un délégué qui a posé un bel acte. Mais les gens rigolent. Ils disent, oui, l'acte est bien, mais ils rigolent. Ils disent que ça ne va rien produire. Est-ce que vous voyez, monsieur, à quel niveau de scepticisme vous êtes mis à arriver? Quelqu'un pose un bel acte, vous dites, oui, c'est beau. Mais vous riez parce que vous dites que ça ne va rien produire. Effectivement, parfait. On peut appeler ça corruption. C'est la corruption. Mais c'est la corruption. Écoutez bien, écoutez-moi. Oui, je suis d'accord que c'est la corruption. Mais je vous dirais plutôt que c'est des pratiques qui ont fait corps dans ce milieu-là. Je dis des pratiques. Vous voyez, à Yaoundé par exemple, même à Bolova, je parle sous son contrôle. Les proviseurs ont opté pour une certaine stratégie. Les enseignants qui sont dans des classes à effectifs assez élevés, parfois le professeur, le proviseur demande à ces enseignants-là aussi d'amener ce qu'ils appellent des cas. C'est-à-dire, vous pouvez avoir votre fils, vous pouvez avoir votre connaissance, vous pouvez avoir même ce qu'ils appellent cas. Et puis, on vous donne l'autorisation d'inscrire peut-être 1 ou 2 ou 3 élèves au lycée. Ça, c'est le proviseur. Est-ce que c'est mauvais ou c'est bon? Tout le monde va dire que c'est bon parce que c'est ces enseignants-là qui enseignent. Et quand même, ils devaient donc aussi inscrire. Ce sont les avantages. Donc, avoir des facilités. Mais qu'est-ce qui va se passer très souvent? L'enseignant peut ne pas avoir un fils, peut ne pas avoir un proche ou oui. Il transforme ce qu'on appelle cas en devise. C'est connu, c'est pour ça que j'appelle ça des pratiques. Et il va se retrouver lui-même avec ses enfants dans des salles de classe. Et c'est là-dedans la ruse du proviseur, du chef d'établissement qui dit, vous aussi, vous avez mis les vôtres. Vous voyez un peu. Ça fait donc que ces enseignants-là se retrouvent face à une situation où eux-mêmes ont participé. Très bien. Vous comprenez? Donc, un enseignant donc, qui vous prend de l'argent parce qu'il a eu l'opportunité d'inscrire, vous allez appeler ça corruption. Je suis d'accord. Mais c'est pour ça que moi, je préfère désigner ça par des pratiques. Et pour chuter, oui, je voudrais dire qu'il y a une issue. C'est-à-dire, à mon sens, et c'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec Nicolas, lorsqu'il taxe le RDPC, l'Église catholique, non. Ces problèmes-là sont au-delà, c'est des problèmes de société. c'est au-delà du RDPC. C'est au-delà du RDPC. Et puis l'Église catholique n'a vraiment rien à voir là-dedans. Il faut respecter cette Église-là. Donc, pour dire que c'est des limites d'un système hyper centralisé. C'est presque l'échec d'une administration déconcentrée. On a compris. Aujourd'hui, donc, nous avons une opportunité. Il s'agit de la décentralisation. Très bien. Et vous savez qu'en matière de décentralisation, l'école primaire est du ressort de la commune. C'est-à-dire les problèmes qu'on a posés ici seront donc réglés si jamais il y a un transfert effectif de compétences et de ressources au niveau de la commune qui va désormais donc prendre en charge la gestion des écoles primaires et les régions pour les enseignements secondaires où ces établissements que vous avez décrits que dans l'arrière-pays, ils n'ont pas d'enseignants. Que faire avec donc la région? Et d'ailleurs, vous savez bien que le ministère de l'enseignement secondaire a pris un certain nombre de mesures concernant les enseignants vacataires, où désormais les exécutifs régionaux devront assurer. Allons vérifier ça. La rentrée, c'est dans 2 semaines. Le fait d'appeler, on verra donc comment ça peut. C'est bien de faire, Émile Messi, des annonces fortes, mais je vous dis, la rentrée, c'est dans 2 semaines.
moi j'irai sur le terrain pour vérifier l'effectivité des mesures de Mme tous ces problèmes que nous décrivons peuvent être bien résolus si la décentralisation bien encadrée et effective. On aura donc des enseignants. Oui, Blaireau, en une minute, vous dites ce que vous avez à dire et on passe à autre chose. Mon ami et camarade Émile Messi, qui me demande de respecter l'Église catholique, que je respecte d'ailleurs, n'a pas dit que le parallèle que j'ai fait était faux. Il sait que les prêtres des villages souffrent. Par rapport au moment même vous le dites, les prêtres du village sont en train d'applaudir et en train de m'envoyer les messages. Si ta voix peut porter jusqu'à Rome, vous voulez que je vous lise les noms des prêtres? C'est effectivement Rome. Non, je dis donc que c'est le siège de l'Église. Effectivement, ça a été mal conçu. Si le bien, le produit social est mal redistribué, il crée des frustrations. J'avais un proviseur de lycée, philosophe de son état, très bon parleur, qui, lorsqu'on lui posait ce problème que vient de poser le délégué régional, il répondait en ces termes sophistes. Il disait qu'il y a le texte, et il y a le contexte, qui est la précarité, le nombre d'élèves pléthorique. Il disait que si un parent présente un prétexte, qui est donc des devises, il se trouve obligé de violer le texte à cause du contexte, puisqu'il y a un prétexte. Voilà. Alors, le proviseur, là, n'était pas sérieux. Voilà comment il viole le texte. Est-ce que ça cause par rapport au contexte? Est-ce qu'il y a un prétexte? Merci beaucoup. De toutes les façons, nous sommes en train de fustiger la corruption dans des établissements scolaires au Cameroun. Mais je m'en voudrais si je ne signalais pas aussi qu'à côté des proviseurs corrompus, il y a aussi des proviseurs qui sont d'une rectitude morale à nul autre pareil. Il y a des bons proviseurs qui ne prennent pas 5 francs pour inscrire un enfant à l'école. Combien sont-ils? C'est là toute la question. Et notre touche pause. Bon retour sur ce plateau des démineurs de lundi à vendredi, 10h, 11h52. Nous vous le disions en ouverture ce matin, nous parlons justement de la dernière décision du ministre des Transports camerounais, Ernest Massenangale Bibé. C'était hier qui a décidé, une fois de plus, de sanctionner l'agence de voyage touristique Express. Vous vous souvenez, il y a pratiquement 3 mois, le même ministre sanctionnait déjà la même agence pour 1 mois, mais il y avait eu un grand tollé. On a l'impression que le ministre est revenu sur sa décision. Cette fois-ci, Touristique Voyage a encore causé un accident de la circulation. Le ministre est revenu à la charge pour maintenant suspendre la dite agence pour 15 jours. Je commence par passer la parole donc justement à monsieur Noir Jean-Claude pour poser son regard. C'est vrai qu'en ouverture, vous commencez déjà à faire comprendre que ce n'était pas la solution. Finalement, que doivent donc faire les autorités? Parfait. Donne-moi un seul pays au monde là où, lorsque quelqu'un fait un accident, on ferme. Les compagnies aériennes tombent tous les jours. Mais on voit sur National Geographic, ils cherchent les causes. Moi, je vais vous dire quelque chose. Je suis contre la fermeture du touristique. Pourquoi? Et pourquoi? Nous sommes à 15 jours de la rentrée scolaire. Je vous ai dit que j'ai eu la chance d'avoir vécu au Nord pendant très longtemps. Aujourd'hui, touristique est le deuxième employeur d'appel l'État au Nord. Les routes sont gâtées. Moi, quand j'étais petit, on allait de Garoua à Ngaoundéré, c'était 270 km. On faisait 270 km en 3 heures de temps. Le temps là où on mettait long, c'était à la falaise. On quittait de Garoua pour Maroua. On mettait 3 heures de temps. On quittait, parce que je connais très bien le Nord, on quittait de Maroua pour Kousseri. On mettait 5 heures de temps. Aujourd'hui, avant d'arriver à Ouaza, vous mettez 10 heures de temps. Incroyable. De Ouaza à Dabanga, il n'y a plus de route. Pour Kousseri, il n'y a plus de route. Touristique est courageux d'avoir mis les bus dans cette zone. Et Touristique est victime de sa grandeur. Parce que si vous allez, Touristique dessert Gonsamba et il dessert l'ensemble des villes du Nord. Donc, il est comme ce qu'on appelait, quand on était petit à Garoua, un certain parapluie qu'on appelle l'UNC. Parce que il passe partout. Il est partout. Il est devenu la principale
le principal transporteur. Alors, et là, je vous pose une préoccupation. La préoccupation est toujours venue. Hein. Est-ce que c'est parce que Touristique est la principale agence qui dessert le Grand Nord qu'on doit donc fermer les yeux si jamais il y a un certain nombre d'exactions qui sont commises? Le ministre parle là de manquements graves au respect des règles routières. Non, je ne dis pas que parce qu'il est la plus grande agence du Nord on ne doit pas la fermer. On ne doit même pas fermer. En fait, pour moi, on ne doit pas fermer une entreprise. Le problème de transport, il est ailleurs. C'est à quel niveau? Je vais vous expliquer. Lorsque vous voyez, je prends une agence qui a ouvert son agence à Tinga, dans un couloir. Je prends une agence qui a ouvert son agence à Oron-Point-Loncat, sur 100 mètres carrés. Vous savez ce que la loi dit? Non. La loi dit que pour avoir une agence en espace dans une zone urbaine, il faut 2500 mètres carrés. Il faut avoir une clôture. Il faut avoir 1 heure de repos. Il faut avoir des toilettes modernes. Il faut avoir où le bus peut tourner à l'intérieur sans toucher le goudron. Faisons le tour de la ville de Yaoundé aujourd'hui. Vous allez voir que les agences de voyage ont recommencé à s'installer de manière anarchique. C'est du fait de quoi? Vous venez de dire quelque chose pour les proviseurs. C'est du fait de la corruption. En réalité, le maire Timivuna avait signé un arrêté avec Betty Assomo qui donnait les caractéristiques d'une installation d'un point de chargement en zone urbaine. Bon, maintenant, vous allez en van. Vous avez vu, j'ai vu un titre qui m'a intéressé. On dit van est devenu un coupe-gorge. Mais nous demandons, si vous allez en van à 18h, vous faites agresser. J'ai saisi le délégué général à la sécurité, il a envoyé le GMI là-bas. Madame le commissaire central, elle se démêle comme elle peut. Mais la situation, c'est quoi? L'État a abandonné ce secteur. Le ministre sort sur ses grands chevaux. Oui, parce qu'il a la force du décret. Mais est-ce que le ministre peut aller en vente tout de suite? Vous voyez comment quelqu'un a bâti une agence, il a mis des millions, quelqu'un vient s'installer devant cette agence, sans agence, il a l'autorisation, une autorisation du ministère. Parfois, ces agences ont l'autorisation définitive, alors qu'ils sont en violation des termes de la loi. Il y a un problème. C'est pour ça que nous disons que vous allez voir aujourd'hui, vous allez voir ces agences de voyage, vous allez penser qu'elles fonctionnent. Les chauffeurs font 6 mois sans salaire. Pourquoi? Parce que les prix, ils sont victimes de la concurrence déloyale. Qui est le régulateur? Si le ministre commence d'abord par frapper ceux qui ne respectent pas les règles du jeu, en leur disant qu'à partir d'aujourd'hui, il n'a même pas besoin de courir. Il dit à partir d'aujourd'hui, on ne vous délivre plus les licences de transport pour tous ceux qui n'ont pas d'espace requise. Parce que toi qui prends, sans publicité, toi qui prends toutes les mesures nécessaires pour avoir une agence de voyage, et celui qui vient s'installer... Oui, je suis. Celui qui vient te faire la concurrence déloyale, qui rabaisse les prix, qui baisse les prix de transport entre Douala et Yaoundé, alors que le carburant a augmenté, il prend 2000 francs pour aller à Douala. Mais même la loi dit que la concurrence déloyale est interdite. Je vais d'abord m'arrêter là pour dire que pour nous, qui sommes syndicalistes, la faute revient au ministère des Transports. Parce qu'il devait prendre des mesures adéquates, non seulement pour assainir cette profession, mais de lutter contre le transport routier clandestin. Et avant de chuter, vous savez qu'aujourd'hui, c'est les camions qui sont la cause de nombreux décès que nous trouvons sur nos routes. C'est les camions. D'accord. Merci, Jean-Claude. Je passe la parole à Koli et Alexis. Jean-Claude éclaira. La fraude revient au ministère des Transports. Et il est question pour ce ministère-là de mettre sur pied des bonnes bases. Il pense que le fait de suspendre une agence de voyage, ce n'est véritablement pas la solution. Vous vous situez à quel niveau, Alexis? Ok. Le fait de suspendre une agence n'est pas un problème en soi. Simplement parce que quand le ministre suspend, il y a bien eu des infractions au préalable. Tout à fait. Vous savez qu'Alexis est un vendeur de faim. Il ne peut pas mal parler du ministère. Pourquoi vous soupçonnez Alexis? Rien à faire. Il y a un procès d'intention. Rien à faire avec tout ça. Il est un mandat d'œuf. Non, c'est simplement parce que je suis enseignant du code de la route
et de la sécurité routière. Et à ce titre, montre-moi l'endroit là où on dit que, dans le code SEMA, là on dit qu'on doit fermer une agence, parce qu'on est sur le code communautaire. Je vais arriver pourquoi je dis ça. Le ministre est d'abord dans son rôle. Son rôle, c'est veiller à ce que ça se passe bien sur la route. Et maintenant, ça peut commencer à l'agence et mal se terminer en route. Le problème avec les agences, déjà, sur le respect de la superficie, c'est une situation qui s'est généralisée et qui existe depuis des années. Je crois que si on vient maintenant, on est en train de construire la gare de Lembe pour les mêmes raisons, parce que les agences n'ont pas d'espace réglementaire. On construit, ça s'appelle pas l'agence, ça s'appelle comment, la plateforme multimodale de Lembe, où les agences qui sont du côté de Tongolo doivent se transporter, déporter pour... De ce côté. Voilà. C'est simplement parce que les agences n'ont pas d'espace suffisant. Donc c'est un problème qui est en train d'être solutionné. En attendant, ceux qui sont là exercent, en attendant se mettre en règle. Ce n'est pas spécifique à touristique, ce n'est pas spécifique aux agences du Nord ou du littoral, ça s'est généralisé. Maintenant, comment faire pour corriger ça? Et en attendant de corriger, la route, elle prend encore des têtes. Je crois que le problème des accidents, et ça, c'est des choses qu'on ne souligne pas suffisamment chez nous, le problème des accidents vient de loin. En dehors de l'agence, on a ce problème de formation qu'on a toujours souligné. Les accidents ne se produisent pas parce que l'agence a un espace réduit. On peut avoir un espace réduit, bien se comporter en route. Les accidents arrivent... Alexis, j'allais arriver là à ma deuxième prise de parole. Oui, je vais un peu évoluer le transport. Donc, les responsabilités peuvent être partagées, mais c'est d'abord l'agence qui est fautive. Le conducteur. L'agence, si elle n'a pas mis son conducteur dans les conditions de conduite normales, elle sera responsable. Et ça peut être le cas. Le ministre a dit dans sa note que les débuts d'enquête, il n'a pas parlé d'enquête exhaustive. Les premières révélations de ces enquêtes, c'est ça qui l'amène à prendre des décisions. Et pourquoi on sanctionne touristique autant? Parce qu'il y a 3 mois, il y a eu un accident où on a eu 15 personnes. On a laissé, disons, 15 personnes officiellement. Donc, une agence qui fait des accidents tous les 3 mois, si vous êtes à la place du ministre, comment vous allez faire? Vous êtes obligé de réagir pour essayer de mettre l'ordre. J'ai un collègue qui a l'habitude de dire l'ordre économique, l'ordre soulage, l'ordre facilite. Lorsque le désordre, on le laisse planer sur tous les usagers de la route, on va s'attendre à quoi? À des conséquences. Et les conséquences là, ce sont les accidents. Et ce sont les vies qu'on va continuer à perdre. Et pour éviter ça, je crois que le ministre est dans son droit de rappeler à l'ordre une agence qui a failli quelque part. Émile Messi, le ministre, est donc dans son droit de rappeler à l'ordre une agence qui a failli. Pour le cas d'espèce, on ne le dira jamais assez. On a parlé de manquement grave au respect des prescriptions routières. En tout temps, quand même, nous avons également les raisons sociales. L'efficacité d'une agence de voyage sur le terrain, ce que ça entraîne comme conséquence au niveau du terrain lorsqu'une agence comme celle-là est suspendue. Nous avons cet éternel problème avec Touristique Voyage. Apparemment, ceux qui maîtrisent vraiment cette zone du Grand Nord sont unanimes, comme on le disait tout à l'heure, M. Noir, que suspendre Touristique dans cette partie du pays, c'est très grave. C'est vraiment grave. Vous voyez, le mot rôle revient lorsque tout à l'heure j'ai parlé du théâtre. C'est-à-dire où chacun joue exactement le rôle qu'il est appelé à jouer. Mais il faut dire que chaque mort sur la voie publique, par le transport, la responsabilité revient totalement à l'État. Ah bon? Oui. Parce que lorsque vous avez un secteur comme les transports, avec tout un ministère des Transports qui est appelé donc à réguler ce secteur-là, d'emblée, chaque accident repose d'abord sur la tête des pouvoirs publics. Lorsque vous avez un chauffeur qui prend un bus, Émile Messi, voilà, il est sous plus que des abeilles, il ne respecte plus rien en route, il fait un accident, c'est la responsabilité de l'État. Bien sûr. Comment il se retrouve là? Comment il se retrouve là? Il y a 150 contrôles là. Permettez, moi je suis dans l'angle pédagogique.
Moi, je ne veux pas faire de la roublardise sur des sujets sérieux. Quand je dis que l'État doit prendre ses responsabilités, ça veut dire que je suis sérieux et l'État doit être sérieux. Ouais. Moi, j'ai l'habitude de voyager de Yaoundé à Maroua, par route, par cette agence. Je vous assure, parfait, mon frère. Quand vous revenez de là, vous ne pouvez faire qu'un plaidoyer pour que les conditions de circulation s'améliorent. C'est infernal. Je ne veux pas revenir à ce que vous avez dit. Touristique est au centre des mouvements entre le Grand Nord et le Grand Sud. L'unité nationale. Il faut le dire. Et j'ai dit, il faut aller sur le terrain, voir la qualité des routes, voir ceci. Sous cet angle-là, vous avez raison, le ministère des Transports est dans son rôle. Il joue son rôle. Mais, est-ce que la mesure de suspension de 15 jours est à titre dissuasif pour que le manque à gagner de touristique, parce que j'imagine des centaines de millions et même des milliards, est-ce que ça va amener touristique à prendre plus de responsabilités pour que les accidents de cette nature ne se répètent plus? C'est la question. Si après 15 jours, rien n'a changé, on reprend comme on faisait toujours, ça change donc quoi, les 15 jours? C'est pour ça que je vous ai dit, les sanctions sont d'abord pédagogiques, les sanctions sont d'abord formatives et même évaluatives. Il n'y a pas plusieurs mois, vous avez dit, il y a d'abord eu un mois qu'on a ramené très rapidement. Qu'est-ce qui a changé? On a dit, pour des raisons sociales, il a dit quelque chose de très sérieux. Moi-même, j'ai l'habitude de regarder les émissions de documentaires Air Crash. C'est-à-dire, chaque accident d'avion fait l'objet d'une enquête minutieuse. Et lorsqu'on a déterminé des causes, minimes soit-elle, il y a ce qu'on appelle des recommandations qu'on doit faire aux compagnies. Si c'est que c'est une défaillance technique de l'appareil, on fait des recommandations aux compagnies. Si c'est une défaillance humaine, pour ceux qui forment les pilotes, on va mettre l'accent. Si c'est peut-être les terroristes qui sont venus, on va renforcer le dispositif sécuritaire dans des avions, par exemple. Pourquoi on ne le ferait pas également? Mais vous vous rappelez sur ces accidents, dans le dernier communiqué du ministre, parlant toujours de ces accidents de la circulation, le ministre parlait de formation. Oui. Est-ce que cela a donc été respecté? C'est pour ça donc que je vous ai donc dit que c'est de la responsabilité totale du gouvernement qui doit donc mettre en place un système fiable au niveau de la visite technique. Parce que lorsqu'on nous identifions les causes de ces accidents-là, il y a la route, ce qui n'est pas faux, qui est régulièrement citée, elle est d'une très mauvaise qualité. Pour ça, j'ai dit encore vraiment que le gouvernement fasse quelque chose pour améliorer. Il y a l'état des véhicules, l'état des véhicules. Il y a l'état des véhicules. C'est là où donc la visite technique ne doit plus simplement être un papier. La visite technique ne devrait plus être un simple papier pour compléter le dossier du véhicule. Il doit avoir sa fonction, c'est-à-dire que lorsque vous avez un certificat technique, c'est-à-dire que le véhicule est effectivement en bon état pour circuler, pour faire de longues distances. L'information des chauffeurs, ça doit se passer comment? Est-ce qu'un chauffeur qui a fait 300 km devrait continuer à rouler, par exemple, ce système de relais? Et puis ces gens-là doivent, bon, je n'en connais rien, ils doivent récupérer, ils doivent se reposer. Ça se passe comment? À touristique, puisque ça donne beaucoup d'argent et on sait que plus vous recrutez beaucoup de chauffeurs, plus vous allez donner beaucoup de salaire. Or, un seul chauffeur qui travaille aussi nombreux a beaucoup de risques d'accident, par exemple. C'est pour ça que moi je dis, le ministère doit assainir pour que on ne peut pas penser qu'on peut éradiquer totalement les accidents, mais réduire le nombre d'accidents et que chaque accident fasse l'objet d'une enquête et de recommandations. Pierre Bleriot-Niamek, j'ai peur de dire que de plus en plus, on aura finalement une affaire touristique express au Cameroun. On aura une affaire touristique express. Et à chaque fois que le problème se pose, nous revenons au même débat. Si on suspend touristique, nous sommes morts au niveau de la circulation du côté du Grand Nord, compte tenu véritablement de son impact sur le terrain. À ce niveau, que faut-il faire? Parce que nous avons un sérieux problème. Oui, ben là, c'est l'avis du technocrate. Il faut appeler le ministre Ngalé Bibé le pauvre. Le pauvre. Parce que vous voyez les experts des syndicats des transports qui vous ont parlé savent que la route n'est pas gérée par Ngalé Bibé.
C'est-à-dire qu'il y a au moins 3 organes qui gèrent le transport au Cameroun. Quand vous parlez de la route, vous parlez de quel ministère? Travaux publics. Travaux publics. Il faut citer. Si vous voulez. Quand vous parlez de la sécurité, vous parlez de quoi? Des FMO. En dehors de les voir quelquefois arracher de l'argent aux gens pour excès de vitesse. Voilà la solution qu'on a trouvée au Cameroun. Si vous roulez vite, vous donnez l'argent. Il y a des gens qui quittent Yaoundé avec suffisamment d'argent pour payer. Hein. Et maintenant, avec le système, comme ils sont des postes fixes, des gens des agences se passent le mot. On circule tous, non? Je dis à Alexis, bon, ils sont à tel endroit. Enfin, c'est quand vous volez dire, vous faites comme ça. Voilà, donc tu peux ils sont là. Tu peux ralentir un peu. Et quand tu dépends la zone, tu mets le feu. Troisième chose, les promoteurs d'agences. C'est pour cela que je ne reviendrai pas sur ce mot que vous aimez appeler décentralisation. La décentralisation ne veut pas dire grand-chose pour le Cameroun. On nous en parle depuis 1996, donc 37 ans. Régionaliser normalement ce pays ou faire en sorte que ce soit fédéré. 27 ans. 37 ans. 27 ans, oui, ça fait 27. Quand vous parlez de cette affaire, ça n'a pas avancé. 96 de 2023. Parfait ici. Vous venez de toucher le problème. Vous dites qu'il y aura finalement un problème touristique et État du Cameroun. Parce que vous avez vu une levée communautariste quand on a suspendu touristique. Même à présent. Voilà. Je crois que si on laisse les gens du Grand Nord gérer les affaires du Grand Nord, s'ils meurent là-bas, et ils savent... Non, écoutez bien ce... Non, on va pas arriver à Non, écoutez ce que je veux dire. Et qu'on interprète pas mal. Il faut qu'on comprenne ce que je veux dire. Quand on tue les gens se lèvent pour évoquer des raisons communautaristes et identitaires. Vous ne pouvez pas fermer notre agence. Alors que l'agence transporte beaucoup de Camerounais. On vous donne donc à gérer votre agence dans votre région. Quand vous mourrez là-bas, ça vous regarde là-bas. Vous voyez ça? Il y a un problème. L'État n'est plus capable d'absorber la puissance des communautés. Et vous verrez que certaines communautés prennent le dessus sur l'État. Et j'aime vous dire que M. Ngale Bibé a bien mesuré la rentrée scolaire pour se retrouver au minimum de 2 semaines. On ne donne pas moins. C'est-à-dire qu'il est allé fabriquer un truc là, après qu'ils aient tué autant de personnes, après qu'ils ont tué autant de personnes, pour leur donner 15 jours. Il devrait leur donner 1 mois. Mais il a su que l'élite du Grand Nord va appeler pour dire que levez-nous cette sanction, nos bus doivent voyager. La mesure s'arrête le 31 août pour permettre au moins de transport. Mais je suis même encore sûr qu'on ne laissera pas Ngale Bibé dormir. Avant le 31 août, il aura levé cette sanction. Le mal est fait à qui? La route est mauvaise. On commence par là. Là, je suis d'accord, l'État du Cameroun. Mais vous voulez que cet État commence seulement arrange seulement les routes du Grand Nord? Les routes du Grand Sud sont comment? Puisque nous parlons du Grand Nord. Non, toutes les routes sont comment? Cet État ne veut pas arranger les routes. Avant, je vous ai dit récemment ici qu'il y a un enfant sur Facebook qui m'a dit que peut-être que le Ngbati de touristique est fini. Ngbati, ça veut dire la magie. Avant, on nous dit, non, c'est compliqué. L'enfant nous a dit que le Ngbati de touristique est fini. Voilà quelqu'un qui a vécu au nord. On a traversé des dizaines d'années sans que touristique fasse un seul accident. Et on s'en vantait. Mais depuis un certain temps, c'est comme si le Ngbati est fini et que maintenant il faut payer. Autre chose, Émile Messias a relevé cela. Nos promoteurs d'agences de transport, comme beaucoup d'autres employeurs, sont des négriers de la pire espèce. Ils font travailler des gens à des rythmes insoutenables pour tenir les vies humaines. Et nos frères de là-bas, vous savez ce qu'ils font? Ils doivent boire des trucs pas possibles. Moi, je suis descendu d'un bus un jour parce que personne n'arrivait à calmer le chauffeur qui doublait 5 camions à la fois. J'avais payé, mais j'ai dit, bon, ce que j'ai donné là ne vaut pas ma vie. Je suis descendu. Ils sont arrivés en rendant grâce au Seigneur. Mais on n'arrive pas toujours. Dieu a beaucoup à faire. Vous ne pouvez pas voir un chauffeur vous amener tout droit à la mort. Ces gens-là, on reconnaît, hein, mais ce n'est pas du communautarisme. Nous avons des tribus au Cameroun qui sont réputées bien gérer le volant. Nous parlons des gens du Grand Nord, des Étones et des Anglo. Mais, de plus en plus aujourd'hui,
on voit qu'il y a débordement à travers la consommation des stupéfiants et le non-repos des travailleurs. Merci beaucoup, Pierre Blériot. Lisons quand même rapidement quelques préoccupations de téléspectateurs. Bonjour, espace miné. Suspendre Touristique Express n'est pas une solution. Regardons le lieu où il y avait eu accident sur la falaise. Touristique n'est responsable de rien. Plutôt, il est victime. Ce pour quitter de Kousséré pour Marois, le prix est quitté de 8 000 francs à 10 000 francs. Et les 504 sont quittés de 15 000 francs à 20 000 francs. Jusque-là, il y a plus de 200 personnes qui n'ont pas pu voyager sur Marois. Cette suspension risque d'être à l'origine des autres accidents suite à la surcharge que nous observons. Touristique est la seule agence sérieuse ici au Grand Nord. C'est Boukar Akousseri qui envoie. Vous avez entendu ici au Grand Nord. Oui. C'est Boukar du Grand Nord, non? Quand je dis que laissez-les donc. Mais attendez, laissez-les avec leur affaire. D'accord, on a compris Blériot, mais on lit d'autres messages. Je vous amène au 225. C'est la Côte d'Ivoire. Shalom El Perfecto, le kifi de la modération. Shalom à ton beau panel. Quel bonheur de retrouver l'excellent Blériot, le gargantuesque aux citations, souvent iconoclaste moulé d'enseignement pour qui veut grandir. Motion de satisfaction à Espace Miné et ses dénonciations qui frisent le Cameroun bashing, mais qui, pour nous, sont plutôt du Cameroun washing, car le but ultime de votre émission est de déminer le pays de ses oripeaux pour un Cameroun rayonnant où il fait beau vivre. Chapeau à Espace Miné, encore très heureux de revoir Blériot en meilleure santé, toujours aussi honnête et droit dans ses bottes, la classe. C'est l'afro-optimiste d'Abidjan qui envoie le message. Autre message ce jour. Rebonjour perfecto. La tolérance administrative est à l'origine des accidents. Que fait la prévention qui sort sporadiquement au lieu d'être régulière, sans aucun résultat? Sort-elle pour les amendes ou pour réprimander? Moi, je n'ai jamais vu un véhicule en fourrière pendant ce service. Soyons rigoureux, même si le système qui écrase les bons fait toujours face. C'est Franck de Bokito. Je redonne la parole à Noah Jean-Claude. Noah Jean-Claude, finalement, que faut-il faire? Parce que nous sommes également là à la recherche des solutions. Je vais avant de on n'a plus beaucoup de temps, hein? Oui, vous avez une et demi. Je vais vite. Avant de dire ce qui est en train de se passer aujourd'hui, nous les syndicalistes, nous avons dénoncé avant. Les gars qui ont obtenu des permis à une certaine époque, ce sont eux qui le tuent dans les années 2000-2015. Vous allez au ministère du Transport à midi, à 8h, on vous donne le permis à 14h. De ce côté, ça a évolué. Je vous dis, regardez la floraison des auto-écoles. Elles poussent comme des champignons. Les auto-écoles poussent comme des champignons. Alors qu'à l'époque, moi j'ai eu la chance d'être syndicaliste avant. Sous Tchangabanda, vous ne pouvez pas voir ce qui est en train d'être fait. Si quelqu'un ouvre une auto-école, n'avez-vous pas quand même aussi l'impression, je parle sous le contrôle de quelqu'un qui est un expert de la conduite automobile, depuis que M. Ngalé Bibé est justement à la tête de ce ministère, il y a eu un grand assainissement au niveau des auto-écoles. Quel assainissement? Lui, on est dans un même forum. Il combat pour la bonne conduite. Il est quelques rares personnes à avoir une auto-école sérieuse. Ce n'est pas sans publicité. Mais regardez, quelqu'un ouvre une auto-école sur une ligne comme d'ici et Mana. Il met le même nom, il sous-traite ça aux gens. Alors que le ministère est là. C'est ce qui fait en sorte que le Touristique Express fasse des accidents? Mais c'est un problème de formation à la base. C'est un problème de formation à la base. Merci beaucoup. Allez dans les centres de visite technique. C'est compris. Il est d'accord avec moi que c'est un problème de formation à la base. Et je voudrais dire que Promocé sans publicité, en 2019, nous sommes descendus dans les agences de Yaoundé, parmi lesquelles Touristique. Nous avons fait le tour, on a recensé les conducteurs, on a fait un fichier et nous sommes dit, nous avons proposé nos services gratuitement à l'administration pour recycler les conducteurs. Ça a été bloqué. C'est resté lettre morte. Nous avons commencé, je dis on a enregistré, oui. Et au moment de former, ça s'est arrêté. Qu'est-ce qui se passe justement pour qu'on en arrive là? Le problème de formation au Cameroun, il est incontournable.
absolument incontournable. Il a relevé le fait que les permis ont été vendus à l'époque. C'est une vérité. Et je ne sais pas si aujourd'hui ça s'est arrêté. On sait que ça s'est amélioré. Donc, ce problème de formation reste. Dans la note de monsieur le ministre, il est question d'excès de vitesse. Ça en appelle au comportement du conducteur. Le comportement du conducteur. Tu connais la falaise? Un chauffeur parlait à la falaise en allure? C'est pas possible. Si le bus est renversé, c'est clair que c'est quand même la vitesse. Donc, il y a une autre panne. Tu ne peux parler à cet endroit. Je vous dis, je suis né là-bas, grandi là-bas. Tu ne peux parler, parce qu'après cet endroit-là où il a fait l'accident, il y a un village qu'on appelle Ouak. Tu ne peux parler à cette descente en allure. Jamais. D'accord. Bon, jamais. Je ne sais pas. Ici, l'allure, la vitesse, c'est par rapport à l'endroit où on se trouve. Le chauffeur, quand il est formé, il sait qu'il doit adapter sa vitesse en fonction des conditions de circulation et de la courbe dans laquelle il se trouve. S'il se trouve que le chauffeur ne l'a pas fait, c'est lui le fautif. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on sanctionne l'agence? Simplement parce qu'elle n'a pas appliqué les mesures qui ont été arrêtées dans l'accident du 9 mai. Qui a laissé 15 personnes sur le carreau. Justement, c'est pour ça que l'agence est sanctionnée. Donc, nous continuons à dire que c'est un problème de formation. Il faut que les conducteurs professionnels soient recyclés tous les 2 ans au maximum. Merci beaucoup. Émile Messi et Blériot, dommage, ils n'auront plus la dernière tour de parole. Juste pour dire que les enquêtes qui sont ouvertes ne soient plus de simples formalités. Que chaque enquête puisse aboutir à des recommandations. C'est-à-dire que si c'est une faute du chauffeur, qu'on dise qu'à cet endroit, les chauffeurs ne doivent plus faire ceci. Et qu'on fasse beaucoup de vulgarisation, beaucoup de campagnes de sensibilisation. Disons de manière très claire qu'au niveau justement du ministère des Travaux publics, le ministère en question doit faire son job. Il faut arranger les routes. Ces routes sont en piteux état. Lorsque nous l'avons dit, il faut aussi reconnaître que certains chauffeurs ne sont rien d'autre que des chauffards. Nous ne gagnons rien à ce que Touristique Express soit fermé. La vérité est que de ce côté du pays, c'est une agence de voyage et qui reste d'une importance capitale. Je m'en voudrais si je ne souhaitais justement pas un joyeux anniversaire ce jour. C'est une amie à Blériot Nyameka, Jocelyne Ongono. Donc joyeux anniversaire à Jocelyne Ongono ce matin. Merci justement à monsieur Noir Jean-Claude Paul de l'Obstacle qui était là ce matin. On dira aussi merci à Coli Alexis, tous deux dans le domaine des transports. Ce sont des experts en matière de transport. Merci à mon consultant Pierre Blériot. Merci à l'homme politique du RDPC, Émile Messi. Vous allez retrouver le journal de la mi-journée tout à l'heure, dans 8 minutes très exactement. Ce soir, à partir de 19h, journal en anglais, 20h, journal en français. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Mais dans 40 minutes environ, vous allez retrouver votre programme Les Amazones. Et c'est avec les plus belles filles de la Terre. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?